Bonjour à tous et chacun et chacune. Je crois que vous êtes très nombreux en ligne. Donc déjà, je vais vous demander de couper vos micros. Mais voilà. Et toutes les questions seront posées dans le chat qui sera suivi assidûment et on relaiera vos questions dans la salle et aux intervenants au fil de la présentation. Voilà. Donc, ça c'est les aléas du direct. Voilà. On est très heureux de vous accueillir tous ici en présentiel et en ligne pour cette deuxième séance de notre séminaire Le Lab. Alors, le Lab, c'est une offre de nouveaux services à la recherche qui est plutôt axée méthode quantitative et on a à cœur dans ce séminaire de porter un peu des coups de projecteur sur des travaux qui expérimentent de nouvelles méthodes et de les confronter, de les discuter. Alors aujourd'hui, la thématique qui réunira Sylvain Parasi qui va arriver, mais il avait cours, donc il arrive en courant, Isée Vauchet et Nicolas Hervé que Martha va présenter, c'est l'information et la désinformation, et notamment au prisme de ces nouvelles méthodes. Je passe la parole à Martha, qui est donc la pilote scientifique du séminaire. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on va avoir deux... Alors, pour rappel, pour qui n'a pas suivi les premiers séminaires, les séminaires organisés en 2 temps. On a d'abord deux chercheurs qui dialoguent autour de la thématique de l'information aujourd'hui. Et ensuite, aujourd'hui, on a un espace plus méthode-outil. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les directeurs de la recherche de l'INA, Nicolas. Alors, et ce qui est intéressant d'aujourd'hui, c'est parler des désinformations, mais recommençant du concept d'information aussi. Et justement, de parler des quantitatifs, mais recommençant par les qualitatives. Isée Vauchet est doctorant en sciences politiques à Paris 1 et justement, dans sa thèse, s'est confrontée avec la problématique d'analyser un gros corpus de données avec des méthodes qualitatives. Voilà, elle va nous parler des fake news. Alors, pour rappel, elle va faire son exposé. On va enchaîner directement avec le deuxième intervenant et on fera les questions dans la suite. D'accord, Isée. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente de pouvoir discuter une partie de ma thèse qui est la partie par laquelle j'ai commencé, donc ça me replonge un peu en arrière, puisque donc, je suis en 5e année de thèse de sciences politiques, du coup je suis un genre de début d'écriture, quelque chose comme ça. Du coup, il y a 5 ans, en 2018, je soutiens mon mémoire de master sur les usages d'un néologisme qui, à l'époque, est très à la mode, qui est le terme de fake news. Et dans la foulée, je soumets un projet de thèse, dans la continuité, et notamment à l'INA, qui m'octroie une bourse de recherche pour ces travaux. Du coup, la thèse qui a suivi ce mémoire porte sur la construction des fake news comme problème public et la construction d'un monde de la lutte anti-fake news. Pour faire un peu schématique, mon travail de thèse... Ah, ça sort très bizarrement sur le... Alors, du coup, tel que je l'avais envoyé, c'est pas du sadisme, c'était écrit de taille normale, donc je suis désolée, je sais pas comment... Vous arrivez à lire ou c'est infaisable? Bon, je vais être plus claire à l'oral, alors c'est très bien. Du coup, mon travail se scinde en 2 parties. Identifier les caractéristiques du cadrage médiatique sur les fake news, et sa constitution en problème public, comment les fake news deviennent un problème, et ensuite analyser la nature de l'expertise et de l'action publique qui est développée pour lutter contre les fake news. Et en l'occurrence ici, l'hypothèse c'est que en fait un flou constitutif dans la manière dont on parle des fake news, un flou dans la définition médiatique des fake news, le fait qu'il y ait une multiplicité de définitions, d'usages et qu'il y a un caractère dramatisant de la conversation médiatique, le fait que, par exemple, il y ait une forme de panique morale autour des fake news, mon travail, ça consiste à se demander comment ça a une influence sur ensuite toutes les étapes qui vont suivre de mise en place d'une action publique et comment ce flou se gère et se retrouve
dans les classes, dans les rédactions, dans toutes les... Magnifique. Ah voilà, vous voyez, merci beaucoup. J'avais pas menti, c'est quand même plus... Voilà, ok. Et donc comment ce flou a un effet ensuite sur des politiques publiques de lutte contre la désinformation en ligne. Comme beaucoup de problèmes publics, la question de la désinformation en ligne, quel est le problème et comment on lutte contre, va se déployer d'abord dans l'arène médiatique. Et donc c'est dans ce but que l'année 2018-2019, première année de ma thèse, est consacrée à une analyse des émissions télé et radio qui vise à expliquer le phénomène des fake news. Je fais donc une recherche exhaustive dans les bases de l'INA, à l'époque, du terme fake news. Le terme fake news est assez pratique, parce que comme c'est un néologisme, en fait, je peux tout de suite identifier, enfin, j'ai pas besoin de faire de borne chronologique de départ. Il apparaît, enfin, j'ai une approche nominaliste, c'est le mot fake news qui m'intéresse. Et je me sors, en gros, 2200 émissions, soit à peu près 1200 heures de contenu. Du coup, ce que je voudrais essayer de défendre ici dans un séminaire qui parle plutôt de méthodes quantitatives, c'est pourquoi est-ce que j'aurais l'idée un peu absurde de choisir de traiter qualitativement des données de 1200 heures de contenu, ce qui peut paraître pas forcément pertinent. Et ensuite, je vous présenterai les résultats rapidement dans les grandes lignes de ce que ça donne d'avoir fait ce choix absurde du qualitatif. Du coup, donc, je me retrouve avec 2200 émissions. J'ai un premier travail de nettoyage qui n'est pas passionnant, mais des doublons, des choses comme ça. J'enlève aussi les émissions qui utilisent le terme de fake news, mais qui en font pas un sujet. Donc par exemple, toutes les émissions de fact-checking qui disent fake news dans le monde du sport, mais en fait qui sont un prétexte pour parler du monde du sport et pas du sujet fake news. Et ensuite, je conduis une analyse en 2 temps. Donc d'abord, j'ai un premier corpus de 1400 émissions, ce qui reste quand même un peu large. Là, j'ai un traitement quantitatif descriptif de ce corpus des émissions qui expliquent les fake news entre 2016 et 2019 à la télé et à la radio en France. Et ensuite, je choisis du coup le visionnage exhaustif de 10% de ce corpus. Visionner 1400 émissions, c'était pas possible, donc l'idée c'était d'échantillonner pour quand même corriger le principal problème la limite la plus évidente en tout cas du qualitatif, qui est la dimension chronophage. Mais de garder quand même un corpus assez consistant pour que je puisse quand même en dire des choses. À ce moment-là, un élément réduit nettement la dimension chronophage, c'est l'intervention bénéfique, salvatrice, d'OT Média et d'un outil de transcription de ces émissions télé et radio qui me permet d'arriver plus vite au moment fake news, qui me permet de naviguer dans les émissions beaucoup plus rapidement. Par exemple, il y a une chronique de 5 minutes sur les fake news dans une matinale de 2 heures. Je peux, grâce à ça, ne pas avoir à regarder 2 heures de matinale et en regarder juste les 5 minutes plus vite, quoi. Très rapidement, j'ai codé à mesure que j'ai visionné, donc j'ai visionné, puis codé, puis revisionné, autour de, en gros, différentes familles de variables. Comment on définit les fake news, comment on les explique, quelles causes on leur attribue, quelles conséquences on leur attribue, quels groupes quels groupes sociaux on désigne comme étant les plus vulnérables. Et ensuite, une quatrième famille de variables qui sont les solutions. Qu'est-ce qu'on présente dans les discussions comme ce qu'il faut faire pour lutter contre les fake news. Et j'ai aussi un corpus, une base de données des invités. Du coup, à ce stade, je pense que celles et ceux qui optent d'habitude pour des traitements computationnels trouvent que mon choix est tout à fait chronophage et inutile. Alors pourquoi? Et pire encore, une fois que j'ai visionné 141 émissions, pourquoi est-ce que je me limite à des statistiques descriptives? On peut aussi penser que c'est un peu du gâchis, quoi. Alors, premier argument, pour être tout à fait honnête, c'est parce que j'ai une formation en sciences politiques à Paris 1, d'une formation ultra qualitative, et que donc on m'apprend non seulement pas le quanti, mais on m'apprend plutôt à ne pas voir de valeur au quanti. Ou en tout cas, j'ai pas d'imagination sociologique par rapport au quanti. On passe des heures et des heures à discuter de l'imagination et de la créativité qu'on peut avoir en ethno, on parle d'entretiens, d'observations, et en fait, du coup, pas de formation, mais surtout pas d'imagination, pas de créativité vis-à-vis de ces outils-là. Mais pas que. Donc ça, c'est la partie, d'accord, c'était une contrainte. Mais premier avantage, c'est que je pense que, surtout en commençant par le traitement médiatique, ça a été vraiment très très heuristique pour la construction de l'objet. C'est-à-dire que à ce moment-là, je suis en première année de thèse et en regardant toutes ces émissions,
J'identifie les acteurs et les actrices qui parlent, tous les dispositifs qui sont mentionnés. Je relève systématiquement tous les exemples qui sont mentionnés, les pistes d'explication du phénomène, les solutions, etc. Et tout ça va me permettre, alors que je suis au tout début de mon travail, de savoir beaucoup plus vite, bon, beaucoup plus vite, je suis en 5e année, mais disons plus vite peut-être, où regarder par la suite. Donc par exemple, mes entretiens ensuite avec les acteurs de la lutte contre les fake news sont directement commandés par la liste des invités que j'ai vus et revus à la télévision et à la radio dans mes corpus, quoi. Plus largement, je pense que l'avantage s'est joué aussi dans la production de mes catégories d'analyse, c'est-à-dire que un visionnage intense et détaillé m'a permis de m'imprégner de mon objet dans des dimensions qui étaient peut-être supérieures à celles d'un traitement quanti. Et je pense que ça allait encore plus sur un sujet comme les fake news, qui était un sujet récent et qui se construisait en parallèle de ma thèse. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet fake news et l'objet de ma thèse se sont construits vraiment de manière synchronique. Et donc, du coup, ça me permettait aussi de suivre les évolutions de la conversation, comment différents événements, par exemple l'éruption des gilets jaunes dans mon corpus, comment est-ce que je pouvais à la fois le vivre temporellement et en même temps le voir dans le corpus, etc. L'autre avantage, même si je ne vais pas en donner beaucoup d'exemples par la suite, c'est de pouvoir incarner dans l'analyse et dans l'écriture les catégories que j'identifie, que je code, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, une grande caractéristique de la discussion sur les fake news dans les médias, c'est le postulat de crédulité des publics des fake news. C'est-à-dire que c'est pas forcément explicité, mais par contre, il est toujours implicite il y a toujours un lien dans les conversations entre si cette fake news, cette fausse information est vue ou partagée ou diffusée, alors elle est crue. Et deuxième lien mécanique, qui est non démontré aussi, si elle est crue, alors elle a des conséquences comportementales, politiques, que j'ai relevées, etc., que je vous montrerai après. Donner des fréquences sur combien d'émissions sur 141 ont cette caractéristique-là, c'est bien, mais pouvoir restituer des discussions et pouvoir raconter comment, par exemple dans un plateau, souvent c'est des discussions avec 4-5 invités, où en fait, qu'est-ce qui rend possible ou pas le fait que quelqu'un arrive à dire « Non mais attendez, en fait on n'en sait rien de la réception des fake news, on n'a pas d'études là-dessus ». Qu'est-ce qui, dans les questions du journaliste ou du présentateur, vont pouvoir amener à le fait que cette discussion soit plus fine, etc. Ça rend la lecture plus fine, quoi. Quelques limites qui me sont venues. La première, la plus évidente, c'était le manque de repères méthodologiques sur lesquels je pouvais m'appuyer de manière solide. Alors c'est peut-être moi qui ai mis du temps, enfin qui est mal cherché ou qui était mal orienté, mais j'ai mis en fait beaucoup de temps à trouver des travaux préalables auxquels me référer qui faisaient vraiment sur la question du visionnage, etc. Alors qu'en début de thèse, surtout quand j'étais jeune, j'y connaissais rien, ma propre démarche me paraissait complètement évidente, c'est-à-dire que pour décrire le traitement médiatique d'un objet, ici l'objet fake news, mais en fait c'est très courant de faire ça sur plein d'objets publics, quoi. Il faut visionner soi-même une grande quantité d'émissions télé et radio, ça me paraissait complètement évident. Il y a le travail de Karine Espinera, j'ai pas mis les refs là, mais et son travail sur le traitement des identités trans à la télé qui m'a pas mal aidé. Et plus tard, après, là plus récemment, il y a eu le travail de Claire Secaille avec son travail sur la dimension politique de Touche pas à mon poste, où en plus là je me suis dit bon, s'il y a une chercheuse du CNRS qui visionne de manière chronophage comme moi, c'est que c'est pas si fou ce que je fais, quoi. Ça m'a rassuré. Un autre résultat une autre limite qui était en fait peut-être un résultat, c'était la question de la redondance, c'est-à-dire quand on regarde, j'en ai regardé en fait beaucoup plus que 141 parce qu'il y en a plein que j'ai éliminé, etc. Enfin du visionné pour éliminer. On a l'impression assez vite de voir toujours les mêmes discours, en fait, de voir toujours les mêmes émissions. À un moment, j'avais même pensé faire un générateur automatique d'émissions sur les fake news, c'est-à-dire que je les connaissais tellement par cœur, je savais exactement quelle personne allait donner quels exemples, et ensuite ça allait enclencher telle discussion. Trump, donc les Russes, ah oui, mais le populisme, ah mais en France, ah là là, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le populisme c'est grave, la polarisation. Je connaissais par cœur les chemins narratifs des émissions, et j'arrivais pas à savoir si c'était un résultat, c'est-à-dire c'est un résultat méthodologique, enfin un résultat d'analyse, ou si en fait c'était aussi le fait, un effet, un biais du visionnage intense et court sur le temps, puisqu'en fait
En fait, c'est un peu un autre biais du calice, c'est de penser que parce qu'on regarde les choses pour de vrai, entre guillemets, parce qu'on regarde l'émission, alors on regarde le réel, quoi. Ce qu'on regarde, c'est le réel. En fait, personne n'a regardé 5 heures par jour d'émissions sur les fake news pendant 3 ans. Enfin, si, moi, mais pour cette raison-là, pas pour le plaisir, quoi. Donc, en fait, ça recrée une situation de réception qu'on peut croire réelle et qui, en fait, est peut-être plus artificielle encore que d'un traitement quanti. Donc du coup, ça, c'était un peu à garder en tête. Je pense quand même qu'il y avait une redondance qui était particulière sur ce thème-là, mais que c'était aussi, une fois que j'avais regardé dans une journée 30 émissions de Difficult Vie ou dans une semaine, en fait, j'avais l'impression de voir que les ressemblances entre les émissions et plus les différences. J'accélère un peu, mais juste pour vous montrer du coup ce que ça donne pour de vrai. Du coup, toutes ces données visionnées et codées en permettaient notamment de répondre à une question, enfin plusieurs j'espère, mais au moins une, qui était par quel levier va se cristalliser un sens commun sur un sujet et comment va se constituer comment va se diffuser de la confusion sur un sujet médiatique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée de la confusion par l'abondance de discours dramatisants. Le problème du terme de fake news, comme populisme, comme complotisme, comme plein d'autres mots, c'est son rôle d'étiquetage. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'est utilisé par Trump pour désigner CNN et qu'ensuite il est utilisé par CNN pour désigner les discours de Trump, en fait on a un terme qui est utilisé pour dire A ou son inverse et qui est utilisé comme insulte politique, vous êtes you are fake news, machin. Et donc en fait ce caractère polysémique, ce problème de définition où on ne sait pas tellement ce qui est une fake news, ce qui n'en est pas une, très spontanément, elle est jamais, ou très rarement, constituée, explicitée dans les émissions. En fait, il y a en gros une émission sur 5 dans laquelle il y a quelqu'un qui a la place de dire il y a un litige définitionnel sur les fake news. En fait, finalement, on ne sait pas ce que ça veut dire fake news, est-ce qu'on peut déjà se dire du coup, c'est la deuxième catégorie que vous avez en dessous, l'intention. Est-ce que le Gorafi, c'est une fake news? Est-ce que les clickbait, les spams, le phishing, certaines émissions disaient oui, certaines émissions disaient non. Un consensus, c'était l'intentionnalité. On ne produit pas une fake news intentionnellement. Fake, ça veut dire truqué, ça veut pas dire seulement faux. Donc ça, il y avait un gros consensus pour dire qu'il y avait un critère d'intention. Mais en fait, quand on regardait la définition de l'intention, parfois elle était idéologique. On fait une fake news pour convaincre quelqu'un, etc. Mais aussi économique. En fait, c'est l'économie du clic, c'est aussi gagner de l'argent. Ou ludique, qui était plus rare, mais typiquement, le Gorafi, ils ont l'intention de produire du faux. Ils savent qu'ils sont conscients que ce qu'ils écrivent, c'est faux. Enfin, je pense. Un point, juste... alors ça, c'est une slide qui fait un peu peur, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc du coup, une fois que j'ai mes chiffres sur il y a un problème de définition, je relève tous les exemples qui sont utilisés pour illustrer le phénomène, qui sont en fait quasi systématiquement en accroche d'émission, c'est-à-dire en fait l'émission commence toujours par « On n'a jamais marché sur la Lune. Le vaccin crée l'autisme. Une femme manani manana. Voilà quelques informations que vous avez croisées récemment sur Internet. On les appelle des fake news. Qu'est-ce que c'est les fake news ?» Et l'émission commence comme ça. Du coup, je les ai relevées systématiquement. Il y en avait 140. Et en fait, quand on les regarde comme ça, du coup, je les ai triées par régime de véracité. Il y en a qui sont plus étonnantes que d'autres. Il y en a 40% qui sont des fausses informations, des informations vérifiées et confirmées comme fausses. Mais il y a aussi des informations qui sont présentées comme fausses mais vraies, des choses qui sont présentées comme vraies mais fausses, des opinions. Il y a quelqu'un qui dit le non au référendum de 2005, c'est une fake news. En fait, non, ça ne veut rien dire. Il y a des choses très 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 différentes. Il y a des informations historiques et des choses contemporaines. Il y a des choses très anecdotiques et des choses très graves. Quel que soit le critère qu'on prend, en fait, les exemples donnés ne correspondent pas du tout à une définition unifiée, ni à la définition qui est proposée dans l'émission, en fait. Ce qui, du coup, évidemment, ajoute à la confusion, parce que si on définit quelque chose et qu'ensuite, pour l'illustrer, on dit des choses qui ne correspondent pas, ça n'aide pas tellement, quoi. Le point commun de ces illustrations, c'est d'abord, en fait, d'être des affirmations loufoques, un peu étonnantes, un peu ludiques, qui vont provoquer un peu chez le spectateur un sentiment d'évidence. Et ça, c'est un truc que je retrouvais beaucoup dans les émissions et dans les discussions, qui est... on s'accorde sur, évidemment, enfin, je sais pas,
Mazarine Pinjot, bah évidemment, alors ça oui, alors ça c'était une sacrée fake news et un truc sur lequel tout le monde peut s'accorder et se sentir aussi du bon côté un peu de la fake news. J'accélère un peu, mais c'est juste pour vous donner un autre exemple de... Enfin du coup en gros c'est... Ok. Ce travail-là de à la fois relever l'occurrence d'un argument ou d'une caractéristique de l'émission, puis ensuite relever les verbatims, les exemples pour les illustrer et voir faire des cas d'école, c'est-à-dire il y a aussi des moments de certaines émissions que je raconte pour montrer des interactions précises entre invités, etc. Du coup, ça, je l'ai fait avec toutes les variables que je vous ai mentionnées au début de ma présentation. Sur les causes du phénomène, comment est-ce qu'on explique les fake news dans les émissions? Le diagnostic dominant, c'est des discours anti-Internet. Internet a troublé nos modes d'information, le marché de l'information est dérégulé à cause d'Internet, Internet ça va pas du tout. Mais c'est aussi très systématiquement associé dans les discussions avec des diagnostics sociaux qui sont beaucoup plus généraux, qui sont pas forcément démontrés ou très étayés, et qui en fait qui sont une sorte d'air du temps intellectuel et qui sont très souvent liés à la présence de personnes non spécialistes ou des questions d'information. Parce qu'en fait, un sujet un peu compliqué comme la désinformation, quand on est non spécialiste, quel que soit le sujet, il y a des choses qu'on peut toujours dire sur un plateau. Par exemple, la société se polarise, la défiance grandit, Internet ça va très vite, les gens sont vachement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut dire tout le temps pour tout type de conversation et qui ne peuvent pas être ni contredites ni démontrées, et donc qui vont être associées à des explications plus précises, la Russie, etc., le populisme, etc. Enfin, plus précises. Donc finalement, les points de consensus que j'ai relevés, c'est que c'est un problème, et un problème grave, et là-dessus, il y a le consensus, c'est que c'est le commencement de la fin de la démocratie, que c'est un drame démocratique, que c'est un enjeu de civilisation. Les postulats de réception crédule et d'effets sur les comportements. Alors ça c'est les groupes identifiés comme crédules dans les émissions. C'est pas très précis ni très clair. C'est-à-dire les gens des campagnes, c'est souvent des expressions quand même qui sont vraiment antisociologiques, quoi. Et pour ce qui est des conséquences qu'on attribue aux fake news, que font les fake news aux gens qui les croient? Là, on a vraiment une grande variété de comportements. Ce qui est étonnant, voilà, un élément, et après je conclue, mais c'est que on a dans les conséquences des fake news des éléments qui sont aussi dans les causes des fake news. En fait, on a une sorte de raisonnement circulaire dans les émissions où le vote Trump crée le fait que vous votiez Trump fait que vous croyez aux fake news, mais le fait que vous croyez aux fake news fait que vous votez Trump. Le fait que vous soyez sympathisant des Gilets jaunes fait que vous croyez aux fake news, et vice-versa. Pareil pour la radicalisation, pour un grand nombre des exemples qui sont donnés là, quoi. Du coup, pour conclure, on se retrouve avec un traitement médiatique des fake news qui constitue en gros d'un consensus sur l'existence d'un problème, le lien avec une évolution de nos modes d'information, et ces liens mécaniques dont je vous parlais entre la réception, la crédulité et les conséquences comportementales. Et après, dans les registres, j'ai aussi codé des utilisations d'expressions, notamment le registre psychopathologique, le fait de parler de contagion, de maladie, avec des expressions qui sont parfois très liées à la psychologie des foules, à des expressions un peu 19e-istes sur une foule folle, contaminée par la fausseté, etc. Et donc voilà comment à partir des données de l'INA, j'arrive avec un chapitre de thèse sur le traitement médiatique. Un dernier point, et après j'arrête, promis juré, mais on pourrait me dire que cette simplification, ce flou dans le traitement médiatique, c'est le cas pour tous les termes dans les médias, et qu'en fait toute médiatisation est une simplification, parce que forcément, quand on traite un terme qui est complexe à définir, en fait, dans les médias, ça crée de la vulgarisation et donc de l'abaissement de la discussion. C'est vrai que c'est pas forcément spécifique aux fake news, qu'il est fréquent que le débat journalistique doive schématiser des termes complexes du fait des contraintes matérielles de la production d'informations, surtout sur des mots très à la mode comme fake news.
Mais du coup, c'était aussi là le dernier intérêt un intérêt de plus du CALI, c'était que je pouvais expliquer, enfin j'ai l'impression que j'étais en mesure de pouvoir expliquer comment ce flou se crée et pas juste dire, bah oui, les débats médiatiques, les éditorialistes, ça crée alors moi, enfin fake news, sur les fake news, je sais pas, mais ce que par exemple d'autres chercheurs ont appelé de la misinformation on misinformation, c'est-à-dire au final on arrive avec des fausses croyances sur les fake news, et que je peux comprendre vraiment par quel levier passe cette simplification. Encore un intérêt pour le CALI. Voilà. Merci beaucoup. Désolée. Merci. Alors, on va enchaîner avec les deuxièmes intervenants et après je vous rappellerai pour les questions. Merci, désolé pour le... Alors, on passe du CALI, je dirais de la quantification du CALI peut-être, à la quantification assumée avec Sylvain Parasi, qui est professeur en sociologie à Sciences Po et directeur du Media Lab, qui a récemment, il y a un bouquin qui vient de sortir, tu ne parleras pas de ça finalement. Non. Sur les quantification. Mais alors aujourd'hui, Sylvain nous a changé un peu son titre, va nous présenter une étude computationnelle plutôt des tweets, mais ça va être, on va voir toujours les traits d'union de la production médiatique. Voilà, là c'était la production médiatique des fake news, là ça va être plutôt la production médiatique d'événements. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis ravi de commencer à présenter ce travail qui est un travail vraiment en cours, donc tous les retours sont évidemment bienvenus. C'est un travail donc, qui concerne, finalement et on est avec plusieurs collègues, Béatrice Mazoyer et Pedro Ramasuti Morales du Media Lab, qui sont plutôt en informatique et avec qui on essaye, notamment avec Nicolas aussi, on travaille beaucoup ensemble sur un projet sur l'agenda setting, en gros pour le dire vite. Et le point de départ un petit peu de ce petit projet qui est au cœur d'un projet plus vaste que j'ai intitulé Anatomie, mais en fait je me suis un peu trompé, c'est plutôt Autopsie de la politisation d'un meurtre. C'est une mauvaise traduction entre l'anglais et le français. Je me suis dit Auto-Preminger, on est au MK2, ça a un petit peu de sens. L'idée, au point vraiment, c'est de vous proposer quelque chose autour d'un cas bien particulier, très, très précis, qui part d'une intuition et d'une analyse. Notamment, je ne savais pas qu'Arnaud serait ici parmi nous aujourd'hui, donc je suis très content qu'il soit là. Et qui est un point de départ qui est de dire, voilà, qui est très, très, très bien analysé évidemment dans cet ouvrage que je vous recommande, qui est que tout simplement les événements sont au cœur de la discussion politique, de la discussion publique, et que bien souvent, c'est pas forcément quelque chose de facile à analyser dans les sciences sociales, mais c'est que la plupart du temps, les gens vont pas parler en mettant en avant leur idéologie directement, de manière comme ça franche, et ils vont plutôt rebondir, commenter sur un ensemble évidemment sur les événements qui font l'actualité. J'en ai mis quelques-uns, des tremblements de terre, des arrestations très très difficiles, des 49.3, enfin bref, plein d'événements qui font l'actualité, et finalement en sciences sociales, je pense que c'était aussi un des apports du livre de Luc Boltanski et d'Arnaud Esquiré, c'est de montrer que finalement en sciences sociales, alors à la fois il y a une longue tradition d'analyse de l'événement, etc., mais on n'est pas forcément super bien équipé en sciences sociales pour aller étudier ces événements et comment ils se déploient, comment à partir des événements se construisent des conversations publiques. Alors, le point de départ, alors il y a un problème à la fois, je dirais, de sciences sociales, sociologiques, et puis un problème qui est beaucoup plus un problème de méthode, qui nous concerne aussi ici. Plus précisément, j'ai essayé de me concentrer sur un fait divers, donc un meurtre qui est l'affaire Lola, de triste mémoire, d'octobre 2022. Et finalement, ce cas-là m'a intéressé. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait des données, donc ça je reviendrai là-dessus sur les données, mais finalement, on a un cas bien particulier d'un événement
qui va être en grande partie donner lieu à des politisations, un mouvement de politisation particulièrement fort de la part de l'extrême droite, pas seulement de l'extrême droite, mais en grande partie. Hein. Et finalement, une des questions qui se pose, c'est comment l'espace public et médiatique réagit à ces entreprises de politisation. Hein. Et puisque voilà, le numérique est là, les gens ont les réseaux sociaux, ils ont plein de possibilités d'utiliser, ils ont plein de canaux pour essayer de faire porter cette politisation évidemment d'un événement tragique. Et finalement, comment, ma question c'était un peu comment le système médiatique réagit, est-ce qu'il y a des mécanismes de défense, j'espère qu'il y en a, et on verra qu'il y en a quand même quelques-uns, de réaction un peu à ces entreprises de politisation. Évidemment, le cas qui était aussi un peu en filigrane, c'était celui de Giorgia Meloni, qui a quand même, avant sa nomination comme Première ministre en Italie, a finalement aussi lancé sa campagne sur une politisation d'un événement assez semblable, enfin, pas totalement évidemment, mais qui est le viol d'une personne d'origine ukrainienne par un immigrant d'origine africaine, voilà, qui a lancé la campagne de Meloni, qui était quelque chose de très très fort dans le lancement de sa campagne. Alors, le problème est en même temps un problème méthodologique, parce que souvent, alors quand on s'intéresse à des méthodes plutôt quantitatives, eh bien en fait ces processus de politisation, hein, je reprends l'expression d'Arnaud et de Luc, mais ces processus de politisation, quand on veut essayer de les approcher quantitativement, c'est ultra difficile, c'est pas forcément quelque chose de facile. Déjà parce que la majorité des techniques quantitatives dont on dispose sont des techniques plutôt qui vont être orientées sur des thèmes, hein, sur des topics. Hein, souvent, il y a plein de... Ça, c'est les modèles les plus disponibles, ceux qui sont les plus faciles aussi à utiliser. Finalement, je pense à Iramutek, je pense au LDA, Topic Modeling, ce genre de choses, qui sont très efficaces pour identifier des thèmes. Mais le problème, c'est que dès qu'on s'intéresse à des processus de politisation, en fait, les gens ne parlent pas de thèmes. On ne parle pas de thèmes, on parle d'événements, on parle de choses, mais on ne discute pas des thèmes. Personne ne discute de thèmes. C'est plutôt une reconstruction a priori, hein, donc c'est évidemment un peu problématique. Et puis il y a un deuxième gros problème, qui est que dès lors qu'on s'intéresse à ces processus de politisation, eh bien, dès lors que la politisation se fait en grande partie en ligne, dans des espaces en ligne de discussion, on ne sait pas grand-chose des gens qui prennent la parole. Évidemment, c'est super embêtant, parce que si on ne sait pas comment se situent les gens socialement, démographiquement, politiquement, etc., on va pas rendre compte vraiment de manière très satisfaisante de ces processus de politisation. Alors, donc je me concentre ici sur un événement tragique, hein, le meurtre de la petite Lola, donc ça s'est passé le 14 octobre 2022, et donc cet événement médiatique on pourrait dire parfois, on parle d'explosion médiatique, hein, parce que pendant quelques jours, évidemment, l'agenda médiatique est vraiment centré sur un événement, ici cet événement tragique, et pendant un petit peu moins d'une semaine, on aura une grosse activité médiatique autour de... Donc on voit ici dans des corpus, alors ça c'est pas directement de l'INA, on pourrait le prendre également, ça c'est une autre source qui est Media Cloud. Mais tout simplement, je voulais simplement visualiser l'explosion médiatique qu'on a pendant 5-6 jours autour de ça. D'accord ? On peut reconstituer la chronologie juste pour vous rappeler, je reviendrai peut-être un tout petit peu là-dessus. On a d'abord, donc 14 octobre, la découverte du corps, le lendemain, 4 personnes arrêtées, et 2017, c'est ça quand même qui lance en octobre, le 17 octobre, pardon, j'inverse. Le 17 octobre, on a une femme qui est arrêtée donc, pour meurtre, et on va apprendre par TF1, d'abord, le matin du 17 octobre, on apprend que cette femme est algérienne, et qu'elle est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au QTF. Et très vite, vraiment très très vite, hein, dans la journée, quelques heures après, l'extrême droite et les militantes surtout d'Éric Zemmour et de Reconquête vont vraiment très actives, d'une manière très très active, vont évidemment s'organiser d'abord autour de l'appel à une marche pour Lola, qui doit se passer le 20 octobre, qui se passera d'ailleurs le 20 octobre, et très vite, comme vous pouvez imaginer, elle était algérienne, elle ne devait pas être sur le territoire, donc nécessairement on accuse le gouvernement, on accuse les ministres d'être responsables du meurtre. Ça va aussi avec de la désinformation, au tout départ, avec l'idée qu'il y aurait un mobile raciste, que ce serait un francocide,
L'expression est très utilisée pendant toute la période de l'explosion médiatique. Et en même temps qu'il y aurait peut-être du trafic d'organes au début, il y a des choses comme ça, il y a tout un ensemble de rumeurs qui sont proférées. Chose importante, c'est que le 18 octobre, les parents de la petite Lola, donc ça se passe dans le 19e arrondissement, finalement se réfugient dans leur village du Pas-de-Calais, d'où ils viennent, et le maire en question publie un article dans le Parisien qui dit que les parents ne veulent pas de récupération politique, ça se passe le lendemain, et là ça s'emballe un peu, c'est-à-dire qu'on a au Parlement français, à l'Assemblée nationale, des députés, pas seulement RN, hein, mais aussi LR, de manière très active, qui vont accuser le gouvernement d'être responsable du crime. Et donc on a une passe d'armes comme ça entre le gouvernement qui réagit, etc. On a la marche qui se fait le 20, une marche un peu étriquée, parce elle concerne que les militants de Reconquête, et puis d'autres groupuscules d'extrême droite, mais pas le Rassemblement national qui décide de ne pas en faire partie. Et puis le 21 octobre, les parents, cette fois-ci, passent par l'AFP, lancent un communiqué de presse disant vraiment qu'ils ne veulent pas de récupération politique. Voilà. Je vous donne un peu le contexte comme ça de cette affaire, et vous dire que comment on a travaillé tous les trois. Alors, on a travaillé à partir de collectes de tweets français, puisqu'on fait des collectes exhaustives, enfin à prétention exhaustive en tout cas, du Twitter français qui contient une URL. D'accord. Donc une URL peut être plein de choses, ça peut être une photo, ça peut être un article, c'est souvent, voilà, c'est ce qu'on verra. Et on a travaillé au départ sur un corpus de 2 mois, octobre-novembre. Alors, on est un peu tombé sur l'affaire Lola un peu au hasard, parce que il se trouve qu'on avait ces 2 mois-là, et puis à un moment je me suis dit, ah zut, ça va être la Coupe du Monde, ça va pas être intéressant. Et en fait, juste avant la Coupe du Monde, évidemment, il y avait cette affaire, donc c'est ça qui a motivé ce petit projet. Ensuite, donc on a 155 millions de tweets, d'accord, sur les 2 mois. On collecte les contenus associés aux URL, d'accord, donc tous les contenus, alors voilà, les contenus des pages qui sont pointés, et à partir de là, on détecte ce qu'on va appeler des événements à partir du texte du tweet, du titre de la page web et d'un élément de la description de la page web. Alors, donc il y a plusieurs briques. En gros, je vais vous les faire simples, je reviendrai dans les discussions si vous avez des questions, etc. D'ailleurs, Nicolas pourra aussi répondre à vos questions, il connaît très bien notamment le premier algorithme, qui permet de détecter donc, ce que j'ai appelé des sous-événements. Le terme n'est pas super propre, je pense qu'on pourrait aussi appeler ça des stories, hein, en tout cas des éléments qui vont composer le grand événement de l'affaire Lola. Ensuite, on va situer l'ensemble des locuteurs qui prennent la parole autour de ces stories, autour de ces sous-événements, on va les qualifier, on va les plonger dans un espace idéologique, et on va ensuite plonger l'ensemble des stories, l'ensemble des sous-événements dans un espace idéologique. Donc, rapidement, je vous explique le principe. Pour la détection des algorithmes, le principe, donc, on se fonde sur... Alors, on avait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 150 millions de tweets. Et à partir de ça, sur ces 155 millions de tweets, on va identifier des événements, sachant qu'évidemment, dans ces événements, il y a plein de choses qui ne sont pas Lola, hein, évidemment. Lola est une toute petite partie, évidemment, de ce grand corpus. Donc on va ensuite filtrer. Mais le principe est le suivant, donc on s'appuie sur les tweets, sur donc le titre de la page web et le contenu un peu résumé de la page web. Et à partir de là, l'idée, c'est, à travers un algorithme, d'aller de faire des clusters. Des clusters de tweets plus lien URL plus résumé de la page, en gros. Voilà. Et donc on va clusteriser à partir d'une métrique. Donc ça, c'est Béatrice Mazoyer qui développe ça, qui l'a utilisé plusieurs fois, notamment avec Nicolas, sur d'autres corpus. Et l'idée, c'est de mesurer une similarité. Alors cette similarité, elle est très sémantique, hein, c'est-à-dire en fait c'est le contenu textuel qui se ressemble beaucoup, d'accord ? Et il y a un deuxième critère qui est la fenêtre temporelle. Alors, il faut qu'on soit dans la même fenêtre temporelle et qu'ensuite il y ait une forte similarité sémantique entre les contenus, entre les documents, d'accord ? Et donc l'algorithme travaille de 1 en 1, c'est-à-dire qu'il part d'un contenu, d'un tweet plus URL plus résumé de page, et puis à chaque fois il va regarder un autre et il va dire est-ce qu'il y a une proximité, si oui on l'agrège, sinon on le laisse, et l'algorithme tourne comme ça, et fabrique des stories ou des sous-événements qui sont
vous voyez 155 millions de tweets sur les 2 mois, on a à peu près 80 000 sous-événements, d'accord, par mois. On est à peu près 150, 160 000 événements. Donc, ce qui est évidemment totalement considérable et très très difficile à manier. Donc voilà, ça c'est un peu la représentation schématique. Vous voyez, ça, les documents, chaque document, c'est-à-dire tweet plus lien plus résumé de la page, ce sont ces petits cercles. Et puis à chaque fois, donc on décide, l'algorithme décide de rapprocher un autre document, et puis etc. Et puis éventuellement 3, si on considère que le seuil de similarité est acceptable. Et tout ça dans une fenêtre temporelle. Voilà, vous avez plus d'éléments là-dessus. Et ça donne... Alors quand ensuite on sélectionne tous ceux qui vont évoquer Lola, d'accord, on tombe sur 327. C'est déjà un peu plus appréciable, un peu plus traitable. 327 sous-événements ou 327 stories qui vont parler de Lola. Je vais vous prendre... alors là, ce que vous voyez, c'est... vous avez... ce qui est à la colonne, par exemple, nombre de docs, ça va être le nombre de, justement, à chaque fois, tweet plus URL plus résumé de la page. La première colonne, c'est parmi les tweets, ceux qui vont explicitement mentionner Lola. Parce qu'évidemment, on a des événements où certains tweets parlent de Lola, et puis pas tous. Parfois c'est beaucoup, parfois c'est uniquement, on parle uniquement de Lola, parfois c'est plus marginal, etc. Voilà, donc on a ça. Après, on agrège notamment, par exemple, vous voyez, vous avez une colonne MPs, qui est en fait l'ensemble des députés qui ont pris la parole sur chacun des sous-événements, par exemple. Et puis on a aussi une colonne avec les médias, puisqu'on peut avoir tous les médias qui ont été cités, j'en parlerai plus tard, dans chacun des sous-événements. Alors là, l'analyse, elle est à la fois qualitative et quantitative. Hein, parce qu'on a des choses agrégées comme ça, on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Béatrice isole comme ça des top 5, des top 5 words, c'est-à-dire des mots qui sont un peu représentatifs de chacun des sous-événements. Mais évidemment, il faut aller voir. Je vous en donne quelques exemples. Le premier, c'est l'appel à manifester. C'est celui qui apparaît en premier, hein, vous voyez, qui est le plus gros, en fait, hein, qui contient le plus grand nombre de documents. Vous pouvez voir la date, d'ailleurs, bon, il va durer 3 semaines, en gros, hein, ce truc, et qui est un appel à manifester. Donc l'appel à manifester, ça se présente donc comme ça, donc on a plein de contenus. Donc au début, je lis, hein, évidemment, pour savoir de quoi ça parle. Il est lancé par les Zemmouriens, hein, par le directeur de campagne de Zemmour, de Reconquête. Donc c'est vraiment un événement, un sous-événement piloté par Reconquête. Qui va uniquement s'appuyer sur des médias d'extrême droite. Il n'y a aucun média mainstream, aucun média du centre là-dedans. C'est Damoclès, hein, qui est notamment le média zémourien, qui est très très utilisé. Voilà, on a plein de choses évoquées, mais en gros, s'il fallait résumer, c'est l'indignation, la dénonciation du crime, la dénonciation, très évidemment, qu'il s'agit d'un crime opéré par des Algériens et des Algériennes, que c'est un francocide, vous voyez bien le type de truc, quoi. Pour vous donner un autre exemple, on a un sous-événement, une story qui est « Les parents de Lola refusent toute récupération politique ». C'est l'article du Parisien dont je vous ai parlé. Alors en fait, au début, ça démarre pas avec l'article vraiment du Parisien, dans lequel les parents disent qu'ils ne veulent pas de récupération politique, mais ça part de l'accusation de Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, et qui répond à l'accusation d'avoir rien fait, d'être responsable du crime de Lola, et qui dit, qui en fait proteste contre et dénonce la récupération politique. Donc on a tout un ensemble de choses de dénonciation de la récupération politique, et à un moment, l'article du Parisien arrive, et évidemment, qui est tout centré sur la récupération, le problème de la récupération politique, et on a toute une discussion extrêmement intéressante, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, sans être trop long, mais simplement pour dire que c'est une discussion très animée, et elle est intéressante parce que c'est pas que l'extrême droite. Hein. On va avoir des gens très différents, des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite. On aura vraiment, on pourrait dire des framings, hein, des cadrages qui s'opposent entre qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une récupération, l'extrême droite qui dit ah oui, il y a le 2 poids 2 mesures de la bonne récupération et de la mauvaise récupération, George Floyd c'est une bonne récupération, mais Lola c'en est une mauvaise, vous voyez, ça va très très loin dans l'opposition entre les framings. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est que on essaye de plonger les locuteurs dans un espace idéologique. Alors là, c'est le travail de Pedro Ramaciotti Morales, qui vraiment développe tout un ensemble de techniques qui sont inspirées de ce que fait Barbera en Californie, aux États-Unis, qui est un politiste et chercheur en sciences sociales computationnelles. Bon, je vous explique un peu le principe.
franchement, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc, mais je vous explique un peu le principe. C'est que, en gros, c'est une liste. D'accord. C'est une liste d'utilisateurs de Twitter. C'est ce qu'on essaye de faire au départ. La méthodologie, elle se fonde sur le fait que parmi les utilisateurs de Twitter, il y a des gens qui vont suivre des députés. D'accord ? Donc on prend un ensemble d'individus qui suivent des députés. Et à partir de là, eh bien, on va projeter dans un plan l'ensemble. En fait, on prend les données de réseau qui vont caractériser ces utilisateurs de Twitter. Et l'idée ensuite, c'est qu'on les projette dans un plan, voilà, une forme d'analyse factorielle, un genre d'analyse factorielle. Et ensuite, eh bien, on peut les situer, on peut situer un ensemble d'individus dans un plan idéologique. Alors, c'est assez contrôlé. Parce que vous allez me dire, c'est pas parce qu'on suit des députés qu'on est forcément de la même couleur politique, etc. Alors, c'est pas uniquement cette information-là, c'est aussi des données de réseau qui sont liées à chacun des utilisateurs. Mais il y a des tests qui sont faits. Alors, d'une part, il y a des vérifications qui sont faites avec, vous savez, les bios que les utilisateurs mettent sur Twitter, ce qui permet de contrôler, parce qu'on peut faire des petits échantillons. Si les gens se disent pro-Reconquête, pro-Zemmour, etc., on peut vérifier qu'ils ont bien été bien mis au bon endroit dans l'espace idéologique, ce genre de choses, vous voyez. Et puis, il y a tout un truc assez élaboré, et là, ce qui passe par des modélisations, de comparaison avec les grandes enquêtes, vous savez, idéologiques du Chess, du Chapel Hill, les surveys qui permettent de situer les gens et les pays idéologiquement. Donc, on arrive à des trucs comme ça, à des plans, d'accord, des graphes, dans lesquels on a systématiquement deux dimensions. En abscisse, on a plutôt la question droite-gauche, positionnement droite-gauche, gauche-droite tout simplement, et en ordonnée, on a le sentiment à l'égard anti-élite, c'est-à-dire plus on est en haut, plus on est opposé aux élites, d'accord, plus on a un fort sentiment anti-élite, et plus on est en bas, plus on est plutôt plus institutionnel, d'accord. Donc on a tout l'espace politique et donc ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une liste, avec qui permet un échantillon, on pourrait dire, un échantillon du Twitter français qu'on peut situer dans un espace politique, tout simplement. Donc il y a plein de vérifications, etc. Et donc ce qu'on fait troisièmement, c'est qu'ensuite on va reprendre, comme on sait qu'une partie des gens qui ont participé à ces stories, d'accord, on sait comment ils se positionnent idéologiquement, et bien du coup on va pouvoir, chaque intervention dans la stories va être matérialisée par un point dans cet espace idéologique, d'accord. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir voir schématiquement pour chacun des événements où est-ce que cet événement, la discussion, se déploie dans une partie ou une autre de l'espace idéologique. Donc juste pour prendre un exemple sur le premier, l'appel à la manifester des Zemmouriens, sans surprise, sans surprise, on va avoir l'extrême droite très, très radicale qui est présente, la gauche peu présente, le centre un petit peu, mais pas vraiment. Les LR sont quand même, enfin toute la frange LR, RN, Reconquête, etc. sont très présents. Bon, je vous passe, mais dans la story, ce qui est aussi important, c'est que vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le RN refuse finalement de manifester. Donc ça va être un enjeu évidemment de positionnement à l'extrême droite. Voilà. Donc ça, c'est pas totalement surprenant. Je prends l'exemple simplement de la non-application de l'OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, qui frappait donc la personne qui est... oui, je me dépêche, qui est la coupable, la meurtrière présumée. Et donc, là, c'est énorme, c'est énorme cette discussion. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que, en fait, quand on voit cette story, elle se déploie à partir d'une prise de parole de David Lisnard, donc, qui est le responsable des maires de France, qui est LR, et qui fait une déclaration sur France 5. Si l'OQTF avait été bien appliqué, la petite Lola serait encore en vie. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que une partie de LR, dans le Parlement, va accuser le gouvernement sur ce motif-là. Donc ça va faire une continuité entre l'extrême droite et LR, pas trop surprenante, mais en tout cas assez vive ici. Ça va être donc très disputé au sein de l'Assemblée nationale. Et alors là, comme vous pouvez vous imaginer, les médias centraux, parce qu'on a aussi l'information sur quels médias sont utilisés dans la story, c'est pas les médias qui ont publié des articles sur le sujet, c'est les médias tels qu'ils ont été utilisés comme ressources par les acteurs qui ont participé au sous-événement, à la story, à la conversation.
Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit par ailleurs que ces médias sont plutôt... Alors, il y a des médias centraux qui vont couvrir le sujet, mais évidemment, ils vont le couvrir plutôt avec une certaine distance, hein, à distance, en disant il y a un conflit entre le gouvernement, l'opposition de droite et d'extrême droite, etc. Voilà, le marchepied de la honte, c'est la réaction de Éric, c'est un sous-événement aussi de Éric, lancé par Éric Dupond-Moretti, qui prend la parole dans l'hémicycle pour réagir et pour contester, voilà, pour se défendre hein, contre l'accusation d'un député LR. Donc là, on voit, sans surprise, plutôt le centre, voilà, la défense d'Éric Dupond-Moretti du gouvernement et LR. Plus surprenant, l'interview du Parisien, vous voyez comment ça se déploie, c'est très différent. Hein. Cette fois-ci, on a une opposition très forte entre la gauche, le centre et l'extrême droite, très très polarisée entre les deux. Donc ça montre voilà, que chacune des stories n'allait pas forcément cantonner un espace politique. On peut avoir des stories qui mêlent des espaces politiques différents. Voilà. Juste pour terminer, ce qui m'intéressait, moi, c'est aussi la manière dont le système médiatique, ou en tout cas le système se défend, en tout cas un tout petit peu pour parler comme ça de cette politisation par l'extrême droite du meurtre de Lola. Ce qui est très surprenant, c'est qu'on voit une critique extrêmement féroce, évidemment, de l'extrême droite dans le déploiement dans certaines stories qui vont suivre l'actualité, tous les nouveaux éléments qu'on a sur l'affaire Lola. On apprend à chaque fois des choses, et à chaque fois, systématiquement, donc à l'extrême droite, on va critiquer jusqu'à, par exemple, les titres que choisissent les journaux, hein, qui sont, parce que voilà, il y a une question de mise à l'agenda. Pour eux, c'est pas la bonne interprétation, c'est pas le bon cadrage, et il faudrait changer de cadrage. Des célébrités qui sont prises pour cible, par Pascal Clark notamment, très très violemment prises pour cible. Ça fait une des stories autour de Pascal Clark qui a dénoncé l'instrumentalisation et qui se prend énormément de critiques de cette manière-là. Et enfin, juste pour terminer là-dessus, ce qui est quand même un petit peu rassurant, quand même, un tout petit peu dans cette affaire de politisation très extrême, c'est que malgré tout, quand on regarde quels sont les médias qui sont impliqués dans les stories, on voit que malgré tout, ça, en fait, c'est un graphe qui montre, en fait, quand donc les têtes donc, sont des médias, donc c'est l'ensemble des médias qui ont été mobilisés dans ces sous-événements, dans ces stories, et deux médias se retrouvent reliés et plus proches les uns des autres lorsqu'ils ont été mobilisés dans la même story, dans le même sous-événement. D'accord ? Donc, ce qui est assez intéressant, et ce que vous voyez, c'est que F de souche, riposte laïque, par exemple, c'est vrai dans une certaine mesure de Valeurs Actuelles, d'Actu 17, ces médias d'extrême droite quand même assez marqués se retrouvent quand même à l'écart, malgré tout, de la conversation. Alors c'est un peu surprenant parce qu'en termes de volume de publication, c'est absolument énorme. Hein, mais malgré tout, les médias centraux restent un petit peu... Et je voudrais juste attirer votre attention sur La Croix, par exemple. Vous savez pourquoi La Croix se trouve légèrement en dehors des médias centraux, alors qu'on pourrait penser que La Croix est un média central, évidemment. C'est pour une raison, c'est que La Croix est un des rares médias centraux à avoir décidé à avoir publié des papiers sur l'OQTF, sur le problème de l'OQTF. La plupart des journaux disent l'OQTF est au cœur d'un conflit entre LR, RN et le gouvernement. D'accord, la plupart adoptent ce type de cadrage. Mais La Croix décide de dire, voilà, en fait, il y a un problème d'OQTF. Ils reconnaissent d'une certaine manière le problème des OQTF. Vous savez, le problème étant qu'une grande partie des gens qui sont sous OQTF restent sur le territoire français, quoi. Ils sont pas voilà. Et donc, il y a un choix éditorial très fort de La Croix qui va faire qu'à un certain moment, La Croix va être utilisée, évidemment, davantage par des gens qui vont utiliser d'autres médias un petit peu moins centraux. Voilà. Ça, c'est des intuitions qualitatives que je vous donne. Hein. Ça demanderait d'être vérifié, évidemment. Voilà, donc je pense que ça vous donne un peu comme ça une espèce de programme. Encore une fois, c'est totalement en cours, hein, ce genre de travail. Il y a 10 jours, on n'avait rien du tout. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que c'est une manière de... En tout cas, ce type de méthodologie peut être assez intéressant parce que ça nous donne quelques éléments pour voir cette dynamique, ces processus de politisation à l'œuvre. Là, on est vraiment au cœur de ces processus. On voit qu'en même temps, il y a des résistances, il y a des limites, hein, que tout ne passe pas. C'est pas parce qu'on est sur le web et qu'il y a les réseaux sociaux que la politisation, dans un sens ou dans un autre, l'emporterait nécessairement. Hein. C'est pas totalement ce qu'on voit par ailleurs. Donc il y a quand même des limites. Au plan méthodologique,
L'originalité de cette méthode, c'est que justement, ça permet de décrire un peu plus finement ces processus de politisation, que ça permet aussi d'identifier le rôle des médias. Évidemment, c'est une méthode qui dépend de Twitter, donc c'est pas non plus le super pari sur l'avenir qu'on peut faire en ce moment. Mais bon, en tout cas, on peut imaginer que ce genre de méthodologies peuvent être aussi appliquées, et elles ont été appliquées sur des corpus OT médias notamment, donc on pourrait imaginer d'autres choses. Merci beaucoup. Bonjour. Aurélie Aubert, Paris 8. Je voulais poser une question à Isabelle Chez. Merci pour votre présentation qui était super intéressante. Est-ce que vous avez aussi, dans votre travail, là pour le coup, fait une étude purement quantitative sur le rubricage, sur le genre d'émissions qui sont concernées par le discours sur les fake news, parce que il me semble que ça touche essentiellement des émissions de type un peu désintox. Et ça permet aux journalistes de se relégitimer, ce que vous aviez très bien montré dans un des articles sur les data journalistes, sur le fact-checking, il me semble, je fais étudier mes étudiants, j'ai pensé, et vous montrez bien ça, qu'en fait, le fact-checking, comme ces émissions-là, elles servent en fait à relégitimer le discours des journalistes. Voilà, donc je voulais savoir si vous aviez fait un travail sur le rubricage, et j'en profite pour poser une toute petite question à Sylvain, par rapport à la méthode sur la manière de projeter, l'environnement idéologique. On voit bien que le discours, notamment sur la pétition, vient essentiellement de Zemmour et de cette agence. Or, dans la méthode, on parle des réseaux des députés. Or, en fait, députés reconquête. Voilà, je me posais cette question. On voit bien donc la porosité avec le RN, mais je me demandais si vous aviez posé la question là-dessus. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Puis en plus pour la citation de l'article. Le rubricage, tout à fait. Alors, toutes les émissions, il y avait beaucoup d'émissions de fact-checking, c'est-à-dire des rubriques de fact-checking, toutes les émissions de télé, radio de fact-checking qui sortaient quasi automatiquement, parce que aussi dans les noticinas, il y a souvent les descriptions de l'émission du jour et il peut y avoir aussi une description générale de l'émission, et que toutes les émissions de fact-checking et même des émissions de chronique médiatique, etc., mettent rumeurs, fake news, intox, notre chroniqueur vous dévoile manani manana. Donc ça sortait systématiquement, mais du coup j'en ai fait un corpus à part qui effectivement est très très grand. Ce qui était en fait, le rubricage qui marche le mieux là sur mon corpus, c'est d'abord les chaînes en fait. Et notamment, 35% de mon corpus total, c'est Radio France. Avec évidemment prime à France Culture, puis Inter, puis Info, et c'est vraiment un gros tiers des émissions sur les fake news, c'est déjà Radio France. Du coup, j'ai fait entretien aussi avec j'ai complété par entretien avec les programmateurs et programmatrices de Radio France sur pourquoi à un moment vous avez fait tant d'émissions sur les fake news, et du coup ça donne tout un discours qui qualifie c'est l'esprit France Culture, c'est notre mission de ça, et là un discours sur service public, démocratie, c'est notre rôle d'informer là-dessus, c'est un sujet de société. Quand c'est un sujet de société, personne ne sait tellement ce que c'est ou comment l'objectiver, mais là on sent que c'est un sujet de société de ça. Donc il y avait d'abord ça, et après il y a au sein des émissions France Culture et France Inter notamment, il y a beaucoup d'émissions en fait qui sont quand même des émissions thématisées médias, c'est-à-dire qu'il y a aussi en plus, il y a un exercice qui est se revaloriser comme étant du bon côté des fake news. France Culture vous alerte sur les fake news, et donc c'est dire à quel point ils jouent un rôle important pour vous aider à vous protéger du faux qui vous colonise, etc. Et en plus, il y a pas mal d'émissions qui sont des émissions médiatiques sur les médias, la fabrique médiatique, la chronique médiatique, l'instant M, ça n'existe plus. Et donc, en fait, celles-là, elles étaient évidemment surreprésentées parce que là, vraiment, la boucle est bouclée. Les médias forment un problème médiatique avec un objet médiatique dans une émission médiatique. Entre journalistes, invite des journalistes pour parler de journalistes, donc on est vraiment en famille, quoi. Mais oui, ça c'est tout à fait une occasion de redorer le blason des médias, du pôle intellectuel, du pôle dominant.
Merci Aurélie. En fait, la projection, donc c'est vraiment la projection dans un espace. Ça veut dire que la façon dont dans cette méthodologie-là, on situe les individus dans cet espace, en fait, c'est pas juste qu'ils sont attachés à un parti, en fait, ils sont vraiment situés dans un espace relativement entre droite-gauche et puis attitude envers les élites. Ce qui veut dire que ben voilà, c'est-à-dire que forcément, les Zemmouriens vont se trouver encore plus à droite que le RN. Et ce qui fait que, par exemple, voilà, il y a parfois certains députés, évidemment, qui ont pris la parole et qu'on peut situer dans l'espace. Voilà. Les députés RN sont un tout petit peu plus à gauche, évidemment. Donc c'est relatif, quoi. Après, la méthodologie, elle est quand même... vrai en gros, quoi. Hein. C'est-à-dire que je pense que voilà, si on prend un individu qu'on connaîtrait très très bien et qu'on verrait un peu son déplacement, si n égale 1, c'est pas forcément, ça peut être contestable, quoi, bien sûr. Hein. C'est plutôt le fait d'avoir pas mal d'acteurs qu'on peut comme ça situer dans un plan qui donne quelque chose de représentatif et d'intéressant. Bonjour et merci pour votre présentation. J'ai Stéphanie Caner d'Isola. Je cherche après. Sans poste. Je vais pas trois mots parce que c'est de Florent pour les courses. J'ai une question surtout pour Sylvain. Je me demandais en fait avec cette méthode, j'ai bien compris le focus sur la politisation à partir d'un événement. Mais j'ai eu en tête en fait pendant votre présentation qu'au cours de cette affaire-là, une autre affaire avait émergé et envahi aussi en partie l'espace médiatique qui était l'affaire de Justine. Tout à fait. Et là, on n'avait pas de question de QTF, etc. On était sur un petit village français, etc. Donc, et je me demandais en fait si cette méthode permettait aussi de croiser des événements et d'observer éventuellement des mouvements en fait, dans le processus de communication et peut-être des mouvements d'un pôle à l'autre de l'espace idéologique. Ouais. C'est quelque chose qui était méthodologique de le faire. Oui, tout à fait. Alors, je ferai deux réponses. La première, c'est qu'en fait, quand on regarde l'ensemble de ces stories, l'ensemble de ces sous-événements, en fait, on va voir apparaître d'autres événements qui sont nécessairement comparés. Je parlais de George Floyd, donc Justine apparaît également dans une des stories, explicitement, voilà, donc les gens en parlent. Ça, évidemment, ça apparaît de manière qualitative, quoi. En tout cas, on le voit comme ça, et clairement, les acteurs font ça, c'est-à-dire qu'en politisant, forcément, ils vont rapprocher avec d'autres événements du passé, systématiquement, surtout à l'extrême droite. Cette politisation, elle passe par la comparaison. Alors elle peut passer, parfois j'en ai vu à gauche ou au centre aussi, en disant, je me souviens l'affaire Henri dans les années 70 je crois, sur la dernière fois qu'il y a eu la peine de mort ou quelque chose comme ça, où on disait la France a peur, mais pourtant il était né, je sais plus, en Auvergne, le meurtrier, etc. Enfin, donc on a aussi tout ça une espèce de, systématiquement, à gauche comme à droite, dans tous les côtés, on a systématiquement une comparaison avec... mesurer vraiment des éventuels mouvements en fait, de positionnement idéologique à travers. En fait, pour faire ça, je pense qu'il faudrait faire plusieurs corpus différents, peut-être identifier plusieurs événements et comparer. Parce qu'on pourrait, il y a un chantier qu'on pourrait ouvrir sur des comparaisons entre des types d'événements qui se présentent et qui ont des caractéristiques relativement différentes. Ce serait une possibilité. Ouais. Comment des événements peuvent aussi influer en fait, sur le positionnement idéologique en fait, des individus. L'effet de l'événement sur le positionnement, alors ça c'est une question que Arnaud d'ailleurs pose beaucoup dans le livre, mais ça c'est pas évident ça. Ce serait... Voilà, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut observer des gens qui vont peut-être tendre, voilà... En fait, le fichier dont je vous parle de positionnement idéologique, on en a un par an, quoi. Hein. Donc, mais puis encore, il y a la fragilité de Twitter, évidemment, qui est un autre problème pour faire des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une bonne question, c'est sûr. Merci beaucoup.
j'ai des questions pour les deux intervenants. Je commencerai peut-être par Rizé, parce que disons, je suis toujours frappé quand on travaille sur un terme. Il me semble que la question de la comparaison est importante, et donc j'aurais envie de vous poser la question en fait, de comparer en fait, fake news peut-être à d'autres termes, parce que si vous voulez, le fait que ce soit polysémique, c'est une propriété de beaucoup de. Enfin, si on dit laïcité, il va y avoir des discussions sur qu'est-ce que ça veut dire, si on dit. Donc il me semble en fait que pour ce type de sujet, en particulier les fake news, et par rapport à ce que vous trouvez, est-ce que vous avez un peu comparé, même si évidemment en termes de corpus, etc., ça serait différent, mais sur des types de discours qu'on aurait pu avoir sur le lavage de cerveau, la propagande, historiquement, enfin, si vous pouvez établir un peu ça et faire apparaître la spécificité, au fond, qui arrive avec fake news, parce que le fait qu'on ait des groupes identifiés comme crédules, comme les jeunes ou les classes populaires, c'est un peu. Ça n'a rien de nouveau, en fait. Et juste simplement, en fait, j'étais un peu étonné de votre interrogation de départ sur la question de comment on analyse avec le visionnage, parce qu'il y a quand même un certain nombre de travaux qui existent. Je pense par exemple les travaux qui sont faits en général sur les séries télévisées. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Sabine Chavon de Mercé. Non. Alors, elle a beaucoup travaillé à partir des archives de l'INA, et elle a fait des analyses qui sont à la fois quantitatives et qualitatives, et effectivement, elle a beaucoup visionné. C'est très chronophage, voilà. Donc, mais c'est facile à. Comment? Et le travail d'Éric Massé, je voulais dire. Oui, enfin voilà, il y a beaucoup de travaux. Bref. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Et merci Sylvain pour ta présentation, parce que alors, ça complète et explore tout un ensemble d'éléments qui étaient davantage peut-être programmatiques à l'intérieur du livre, et notamment en fait une des choses sur lesquelles nous on a été beaucoup interrogés, qui est l'articulation entre les réseaux sociaux et les médias à travers les événements et la manière dont c'est discuté. Et je trouve que ce que tu as fait vient tout très bien explorer cet endroit, et donc j'espère que ça va être publié, j'espère, bientôt, parce qu'on pourra l'utiliser pour répondre aux questions qu'on a. Moi, j'ai des questions par rapport donc, ce que tu appelles sous-événements, finalement, c'est un peu nous ce qu'on appelle c'est intéressant, c'est-à-dire effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est que les événements se composent, en fait, d'un ensemble de faits, au fond. Donc c'est un peu ça, en fait, si j'ai bien compris. Alors, la question j'ai plusieurs questions. La question, c'est est-ce que tu arriverais à distinguer, dans ce que tu analyses, nous, ce qu'on fait entre fait et interprétation? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire saillir? J'ai un deuxième élément, une question sur la politisation, parce qu'au fond, la politisation, elle, pour ce faire, normalement, elle fait appel à des précédents. Et donc, je me demandais si dans ce que tu avais pu repérer, est-ce que tu as des précédents qui sont mobilisés pour la politisation, et est-ce que il y a tu peux identifier plus particulièrement à certains moments, au-delà du Parisien, en fait, des endroits où la dépolitisation se fait, c'est-à-dire les opérations de dépolitisation se fait? Est-ce qu'il y a, au-delà des parents, est-ce qu'il y a des endroits où c'est fait, ou bien est-ce qu'en fait, il y a différents... Disons, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une politisation qui est faite par l'extrême droite, mais est-ce qu'il y a un autre type de politisation possible, en fait, de l'événement? Et un peu la même chose, c'est est-ce que est-ce que dans le travail que tu mènes là, est-ce que tu vas comparer avec un autre événement et cette tension entre politisation et dépolitisation? Merci beaucoup pour ces questions et suggestions. Alors, la question de la comparaison, il y a
il y a une première chose que j'ai pas du tout mentionné là, mais que comme j'avais fait mon mémoire de master sur le début de la circulation du néologisme fake news, j'avais déjà fait une grosse partie sur l'environnement lexical de fake news, les mots qu'on associe aux fake news. Et donc j'avais fait, alors là pour le coup j'avais fait comme ce que font 95% des personnes de sciences politiques qui font un peu du traitement médiatique mais à la va-vite, c'est Europress. Donc on cherche des mots-clés et après on qualifie un peu dans les grandes lignes. Et donc j'avais utilisé ça pour faire des distinctions avec bobard, rumeur, intox, hoax. Et en fait il y a un grand nombre de synonymes qui sont parfois utilisés de manière synonyme, parfois pour les distinguer. Et du coup dans la thèse, l'idée c'était de faire des corpus... la première idée ça a été de comparer un corpus fake news contemporain avec des corpus de ces synonymes historique. Donc par exemple, propagande, rumeur, bobard, etc. En fait, je ne l'ai pas fait de manière aussi approfondie que je le voulais, mais là, en tout cas, l'idée que j'avais en tête, c'était que on peut identifier plein de distinctions sur des critères, par exemple, les discours de dénonciation de la propagande au XXe siècle. La propagande, on estime que c'est une information fausse qui vient plutôt de classes dominantes, c'est sûr même. Quand fake news, en fait, on a plutôt l'idée que la fausseté vient de tout utilisateur, utilisatrice des réseaux sociaux, etc. Donc il y a des distinctions comme ça. Mais moi, la distinction fondamentale qui m'intéressait, c'était que, en fait, c'était en repartant du livre de la thèse de Philippe Aldrin sur la sociologie politique des rumeurs, où il me raconte que la rumeur, c'est en fait un fait social très banal et dont personne s'est vraiment, à part sur des cas précis, vraiment inquiété jusqu'à présent, et que donc ce qui est nouveau avec fake news, c'est évidemment pas que les gens disent ou lisent des choses fausses, c'est qu'on s'en inquiète, quoi. Et donc c'est pour ça, d'où le point de départ du problème public, c'est-à-dire, oui, il y a des circulations de discours faux, à peu près sur tous les supports et à peu près tout le temps. Ce qui compte, c'est que maintenant on s'en inquiète, c'est qu'on en fasse des politiques publiques, c'est que des acteurs passent à l'action, agissent, tiennent des discours, etc. Et donc c'était plutôt dans ce sens-là que la comparaison me servait pour montrer que là, au-delà de toutes les distinctions mineures, c'est surtout, là maintenant, on en parle et on s'en inquiète. Et avec le mot fake news, en fait, on fait juste que mettre en problème quelque chose de, évidemment, pas du tout nouveau, etc. Et après, pour ce qui est du visionnage, j'ai raconté ça un peu vite, mais ce que je voulais dire, c'était que, justement, toutes les personnes qui font des thèses de sciences politiques, se disent, bon, je vais faire quelques pages au début sur le traitement médiatique de mon objet avant de faire une analyse plus classique, ça fera bien, et font Europress, quoi, en fait. Ils sortent, donc c'est une base de données accessible de presse écrite, tapent leurs mots-clés, et au maximum vont faire un peu de lexico, en fait, sortir les mots, faire un nuage de mots, ça c'est très, très courant. Et on a fait un peu du quanti, on a analysé le traitement médiatique, on a fait un nuage de mots et après on passe à autre chose, quoi. Et du coup, c'était plutôt sur le visionnage dans le traitement médiatique que je m'étais un peu... parce que le visionnage de séries télé, c'est encore autre chose, mais de visionner soi-même et d'essayer d'écrire un cadrage à partir de ça, c'était plutôt le... Mais finalement, j'ai trouvé, c'est juste que c'était sur le quantique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Oui, je pense qu'il y a plein de lignes très intéressantes dans ce que tu suggères. En fait, c'est évidemment... ce qui est un peu compliqué, c'est que nous, on a travaillé exactement à l'inverse de vous. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un algo qui fait des hypothèses un peu... qui ont l'air un peu réduites, voilà, mais qui n'embarquent pas une théorie vraiment ferme de ce que c'est qu'un événement. Hein. Ça agrège plutôt, encore une fois, des documents qui se ressemblent et qui sont publiés à peu près en même temps. Voilà, c'est vraiment une définition un peu minimale. Sans compter qu'il y a des choix d'algorithmes en plus qui peuvent jouer beaucoup, parce que là, et je parle sous le contrôle de Nicolas, mais c'est un algorithme qui a tendance à valoriser quand même une forte similitude des mots employés, hein, du lexique employé, par comparaison avec d'autres méthodes qu'on va retester et que Béatrice compte tester aussi, qui seraient des méthodes un petit peu plus, qui valoriseraient un petit peu plus la signification et pas forcément les mots utilisés. Voilà. Mais ça demande à être testé, on ne sait pas encore si c'est quelque chose qui peut... Parce que pendant longtemps, Béatrice considérait que
ça marchait beaucoup moins. Mais bon, peut-être qu'avec les progrès, notamment des embeddings et tout ça, textuels, ça peut marcher mieux. On ne sait pas encore. Voilà. Tout ça pour dire qu'on part avec des hypothèses assez réduites, et puis on regarde ce qu'on a. Et quand on voit ce qu'on a, la plupart du temps, ce sont des énoncés. Forcément, c'est des énoncés. C'est-à-dire que l'événement est un énoncé. C'est tel politicien qui prend la parole, c'est tel article ou telle personne qui est interviewée. C'est à chaque fois où alors parfois ça va être un énoncé qui se confond avec un fait. Je pense à parce que le foot est quand même présent, mais la remise du Ballon d'Or, par exemple, à Karim Benzema est un élément, parce que, je vous explique, vous voyez peut-être pas le lien, mais pour une grande partie de l'extrême droite, le fait que Emmanuel Macron ait félicité très vite Karim Benzema, alors qu'il a mis du temps à s'indigner du meurtre de Lola, pour eux, ça veut dire quelque chose, quoi. Voilà. C'est comme ça que le lien se fait pour eux. Et donc, encore une fois, là ça touche un peu plus vers le fait, mais la plupart du temps, on a des énoncés. C'est ça, parce que là, voilà, du coup, d'un point de vue, voilà, si on essaye de charcuter les choses analytiquement, c'est pas forcément facile, donc c'est très, très émergent. Alors parfois, il y a d'autres sous-événements, ou en tout cas stories, qui vont être beaucoup plus actés centrés sur des faits. Hein. Il y en a notamment un qui prend tout le déroulé des updates, hein, des nouvelles informations qu'on a sur le déroulé de l'affaire Lola, et qui va être commenté. Donc là, il y a à la fois fait et systématiquement bataille de cadrage sur l'interprétation des faits. Donc tu vois, on a beaucoup de travail encore là-dessus. Sur la question de la dépolitisation, c'est une super bonne question, parce que c'est vraiment ça qui est effectivement au cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait l'opération de dépolitisation ? Tu l'as dit, l'intervention des parents joue un rôle très, très important, notamment parce que ça vient appuyer le discours du gouvernement qui se défend. Voilà. Et puis aussi, pour les médias, on voit bien que c'est assez pratique. C'est-à-dire que les médias vont couvrir énormément la parole des parents, parce que voilà, on comprend bien d'un point de vue éditorial, etc. C'est tout à fait pertinent. D'une manière générale, j'ai l'impression que, c'est un peu bête, mais parmi les opérations de dépolitisation, celle qui m'apparaît le plus, c'est la couverture stratégique de la part des médias. C'est-à-dire qu'en fait, les médias centraux vont dire on a une bataille, on a un conflit, évidemment pour l'extrême droite, pour le RN et pour les LR, c'est un positionnement stratégique pour attaquer le gouvernement. Donc ce mode de couverture de l'actualité, qui est souvent dans la littérature ultra critiqué, parce qu'on considère que c'est du faux journalisme, que c'est de la fausse objectivité. En fait, quand on regarde les choses à l'envers, on se dit que en fait, c'est super bien. Enfin, cette couverture stratégique, elle apporte quelque chose. Elle peut peut-être en partie freiner la politisation, ou en tout cas agir comme... Enfin, je trouve que ça m'a changé mon regard. Il y a tellement de littérature sur cette couverture stratégique et les dégâts que ça ferait à la démocratie. Peut-être pas tant que ça, en fait. Peut-être que c'est mieux, en fait. Peut-être que c'est très très bien d'avoir même ce qu'on appelle souvent une objectivité de façade, qui serait pas une véritable objectivité substantielle. C'est peut-être pas grave, en fait. C'est peut-être pas si grave que ça. Il y a, pour répondre à ta question, enfin, sur l'autre cadrage que je m'étonnais de pas trouver dans l'affaire Lola, c'est le cadrage qui serait un cadrage de gauche, qui serait de dire, regardez l'état de la psychiatrie en France, de la prise en charge de la maladie mentale en France. Alors, le problème, ça je ne sais pas encore, c'est que ça se retrouve, mais éclaté dans plusieurs stories. Et je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne sais pas l'interpréter. Est-ce que c'est lié au fait que les gens qui portent ce cadrage-là n'utiliseraient pas exactement les mêmes termes, parce que les moyens, ils sont tellement coordonnés, en fait, parce qu'ils font un truc, par exemple, qui est que, systématiquement, plutôt que de retweeter, ils font des copier-coller de tweets. Ce qui est ça, de la manipulation de l'algorithme, mais qui donne une visibilité énorme, mais qui donne aussi une visibilité du point de vue de l'algorithme, de notre algorithme. Bon, donc on ne sait pas débrouiller, mais en tout cas, il y a un contre-cadrage qui existe, mais qui... faut qu'on enquête encore, pour savoir si c'est un effet de l'algo, ou si... finalement, il était relativement peu visible dans ces stories. Il faut vraiment enquêter là-dessus. Mais il y en a en tout cas. En dernière question. Oui, merci pour vos présentations. J'avais des questions pour Sylvain, qui sont des questions méthodologiques. D'abord, je voulais comprendre les 155 millions de tweets, c'est les tweets qui ont été repérés comme émanant de la France,
avec toutes les limites qu'on connaît sur la classification France dans les tweets, mais qui aurait été mis en France pendant ces 2 mois. Avec un URL. Ah, avec un URL. Avec ça veut un dire URL. que si c'est juste un tweet et qui ne rattache pas, donc c'est déjà une partie du corpus qui est Voilà, très c'est ça, particulière. qui est très particulière, d'accord. tout à fait. Et je me demandais est-ce que vous avez regardé un peu ce que ça fait comme particularité. Donc c'est pas tous les tweets. C'est dommage parce que ça aurait été passionnant si on avait eu un corpus intégral. Ma question, elle est aussi sur le repérage politique, qui est évidemment passionnant parce que bon, c'est un point aveugle de nos travaux à partir du corpus de tweets. Donc c'est extrêmement riche. Je me dis qu'en période quand même de plus forte ambivalence politique, ça devient beaucoup plus compliqué. Même si je trouve que c'est intéressant de rajouter le critère d'hostilité aux élites. Et je me demande si vous avez en tête de rajouter quelques autres critères politiques qui pourraient resituer, à part la proximité avec des partis dont on sait qu'elle est maintenant un peu compliquée à interpréter, et dont on peut penser aussi, alors du coup, que l'approche exacerbe un peu la place des extrêmes. C'est-à-dire que si on n'est ni LFI, ni... Enfin, bon, ça... Donc, je me demandais, est-ce que vous imaginez de prendre en compte d'autres dimensions, d'aller chercher avec votre outil d'autres dimensions que politiques? Par exemple, les affinités culturelles ou les domaines, je ne sais pas quoi, géographiques dans lesquels on s'inscrit, des choses comme ça, parce que ça nous donnerait un panorama extrêmement enrichi par rapport à la pauvreté de ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on récupère à la main. Merci beaucoup Cécile. Oui, alors sur le corpus, effectivement, il y a un biais de corpus parce qu'on prend que des tweets qui ont une URL, sachant qu'un tweet avec une URL, techniquement, c'est soit une URL comme on l'imagine, un site web, et on prend l'URL et on le met dans le tweet. Comment vous prélevez les tweets seulement avec Ça, c'est la collecte qu'on a au sein du Media Lab depuis maintenant plusieurs années. C'est une collecte, oui, qui est maintenue au Media Lab, qui est automatique jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire, évidemment, mais sur lesquels on se branche pour faire beaucoup de projets de recherche. En réalité, on pense que même quand ça va s'arrêter, on pourra encore travailler parce qu'on aura des gros corpus quand même pendant quelques années. L'idée, c'est que c'est un peu plus gérable parce que c'est un peu moins gros et qu'en fait, parce que le charme de Twitter, l'intérêt que Twitter a pour les sciences sociales, c'est justement le lien. C'est le lien quand même qui est assez important, le fait qu'on puisse relier plein de choses du web ou d'autres plateformes. Donc c'est ça qui nous intéressait. Mais il faut savoir aussi que techniquement, si on met une photo dans un tweet, c'est aussi un lien. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu évidemment arbitraire. Enfin, c'est la contingence des plateformes, hein, ça c'est certain. Sur le cas de Lola, on se pose la question parce qu'on se dit qu'effectivement on échappe à une partie et donc on pourrait assez facilement ça la récupérer. Donc on pourrait récupérer ça a posteriori, on y pense clairement. Alors là, Pedro serait le mieux placé pour répondre parce que lui travaille, lui c'est un mathématicien qui se met aux sciences politiques et qui, depuis maintenant quelques années, qui développe toutes ces méthodes et qui est beaucoup très très concerné par ce problème de la multidimensionnalité. Donc au départ, d'avoir ces deux dimensions était déjà très utile. La première utilisation qu'on a faite, c'était sur les gilets jaunes, donc c'était pas parfait parce que les gilets jaunes, évidemment, situés politiquement, les gilets jaunes étaient très compliqués. Alors il y a eu des questionnaires très intéressants qui ont été faits, des enquêtes par questionnaire. Mais là, c'était une technique qui permettait notamment, parce que cette méthode est vraiment assez intéressante, parce que du coup ça permettait aussi de l'étendre à Facebook, parce que les gilets jaunes évidemment c'était sur Facebook, c'était pas prioritairement sur Twitter, mais avec cette méthode on pouvait on pouvait aussi très spatialiser l'ensemble des posts sur Facebook avec cette méthode. Voilà, donc ouais. Mais du coup, cet ensemble de dimensions, le travail que fait Pedro, il essaye d'intégrer plusieurs dimensions, sachant que ça, ce sont les dimensions principales, mais il y en a d'autres, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, et les autres dimensions sont évaluées en fonction du Chapel Hill Survey, là, qui sont ces grandes façons de situer idéologiquement les personnes, et lui s'appuie beaucoup là-dessus.
sachant qu'il y a d'autres éléments, il y a le rapport à l'État, et le rapport à l'immigration évidemment, enfin il y a tout un ensemble de dimensions ensuite qui arrivent. Pour répondre, en gros l'espace est construit avant tout en fonction des personnes qui suivent des députés. Donc, et à partir de là, l'espace est inféré. Donc si tu prends un autre ensemble de comptes Twitter de référence qui ne sont pas les députés, parce que les députés tu peux les classer politiquement, mettons que tu prennes, je sais pas, tous les acteurs, les réalisateurs de films, ou les chanteurs, ou je ne sais quoi, tu pourrais imaginer, pour peu que tu sois capable de classer les chanteurs, mettons, n'importe quoi, j'en sais rien, les chanteurs selon le type de musique qu'ils produisent, tu pourrais te dire que créer un espace latent de la musique et te dire, en gros, les gens qui écoutent du rap vont plutôt, par rapport à tel événement médiatique, les gens qui écoutent du classique vont plutôt ceci, vont plutôt cela. Tout dépend de si tu es capable, sur un ensemble de comptes de référence, au moins eux, de les classer sur un axe, sur une échelle, peu importe comme tu veux. Donc, à toi de créer ce corpus-là de comptes de référence et de la signification que tu leur mets. Et après, derrière la méthodologie, je pense, j'ai jamais essayé, mais je pense que tu peux obtenir plus ou moins la même chose. Est-ce que ce sera significatif ou pas, signifiant ou pas, et comment tu pourras le vérifier, ça c'est encore une autre question. Là, il utilise Chabanel pour vérifier que ce qu'il fait a du sens et qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et on sait que c'est, sur des volumes comme ça, sur des corpus comme ça, c'est quand même pas mal de vérifier. Mais il y a des choses à faire sur la géographie. On s'est longtemps posé la question d'utiliser. Il y a eu des publications là-dessus, des gens qui prennent des comptes Twitter, qui vont suivre le compte Twitter de la piscine ou de la bibliothèque municipale du coin, en se disant que ça, c'est typiquement des comptes Twitter, il n'y a que les gens du quartier qui vont les suivre. Moi, il n'y a aucune raison que j'aille suivre le compte de la bibliothèque municipale ou de la piscine de Montpellier ou de Bordeaux. Et ben voilà. Et donc ça, il y a des exemples comme ça, il y a des approches, des méthodologies pour essayer de cartographier, d'amener une information sur la géographie ou sur d'autres axes que purement la politique. Mais j'ai pas vu beaucoup de travaux, mais il y a plein de choses à faire. S'il y a des idées, je pense que c'est bien. C'est clair. Mais du coup, juste pour compléter, ça veut dire que notre échantillon, il est constitué forcément de gens qui sont politisés, qui sont intéressés par la politique. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est que pour chacune des stories, on a regardé quel était le ratio, parmi l'ensemble des gens qui sont intervenus, quel était le ratio des gens qui sont dans notre échantillon. Et notre surprise, c'est qu'en fait, c'est assez élevé. On est toujours à plus de 50%. Très rarement à moins de 50%. Donc en fait, c'est quand même assez... Bon, c'est pas tout le monde, mais on a quand même une bonne partie des gens qui sont situables politiquement. Et juste pour vous donner un exemple, à un moment, on a regardé avec Pedro, on a regardé les stories pour lesquelles, spécifiquement, on avait une mauvaise couverture. On s'est dit, mais lesquelles c'est... Et je suis tombé sur une story qui concernait... Donc, il y avait eu des tags, je crois, sur une mosquée à Bordeaux, quelque chose comme ça, dans quelques jours de l'affaire de Lola, en référence à l'affaire Lola. Et beaucoup des gens qui prenaient la parole dans cette story, en fait, étaient, selon les noms, de la communauté musulmane, etc. Et je me suis dit, c'est pas totalement illogique que ces gens-là soient peut-être un peu plus difficilement situables dans notre... Parce que peut-être que, justement, en termes de dimensionnalité, c'est peut-être pas les dimensions classiques qu'on peut avoir, ou en tout cas, juste, ils suivent pas, tout simplement, des députés, machin, voilà. Mais on était quand même surpris, voilà, en tout cas, il y avait quand même le ratio était assez élevé. Merci beaucoup. J'avais des questions, mais je pense qu'il va falloir enchaîner. J'avais des questions sponsorisées pour la transcription, mais c'est peut-être justement l'exposé de Nicolas qui va y répondre. Donc, on va pouvoir passer à la dernière partie. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Je crois qu'il s'installe très rapidement. Nicolas Hervé peut faire le troisième exposé, et chercheur et responsable du service de la recherche de l'ENA. Il a travaillé dans différentes disciplines d'analyse d'images, de traitement de l'information, de fouille de données, traitement de la langue, et de plus en plus avec des chercheurs en sciences sociales dans le domaine de numérique. Et je vais signaler donc il a travaillé dans pas mal de projets, de publications, donc un moment de doctorants. Qui a participé à 2 ouvrages, L'information à tout prix en 2017 et Enquête d'archives, bricolage méthodologique et terrain médiatique en 2018. Voilà. Merci. Alors, juste très rapidement, vous n'êtes peut-être pas au courant,
il y a un service de la recherche à l'INA, on fait de la recherche en informatique. Et donc, un certain nombre de ce qui est fait autour des corpus de l'INA, mais pas exclusivement, parce que typiquement on a également travaillé sur Twitter ou sur la presse écrite, mais principalement quand même sur télévision, radio. On travaille sur ces aspects-là, sur des questions méthodologiques, en vue, en gros, d'être en capacité d'extraire un maximum d'informations depuis les fonds télé-radio, et donc ça passe pas toujours, mais parfois, par les humanités numériques, c'est-à-dire qu'on fait effectivement, ce que disait Jean, le chemin jusqu'au bout, et donc on travaille d'un point de vue scientifique avec des chercheurs en sciences humaines pour faire en sorte que les méthodes informatiques qui sont utilisées, alors très clairement dans des approches quanti, soient le plus pertinentes possible et le mieux adaptées possible au questionnement des chercheurs en sciences humaines qui peuvent utiliser ces approches. Je fais juste la petite pub pour dire qu'on recrute actuellement 2 chercheurs en informatique, en traitement automatique du langage et en analyse audio ou analyse de la parole. Je ne sais pas s'il doit y avoir quand même beaucoup de chercheurs en sciences humaines ici, pas trop d'informaticiens. L'idée de la présentation, c'est de parler des transcriptions et de l'analyse de corpus de transcription. Alors, très brièvement, la transcription. Donc, à l'INA, on a des fonds télé et radio, des archives depuis très longtemps, le dépôt légal. Et donc, de ces choses-là, on a bien sûr donc, des flux audio. Et à partir de ces flux audio, on va utiliser des logiciels de transcription qui vont être capables de nous ressortir, alors capables, plus ou moins capables, de nous ressortir ce qui est prononcé, ce qui est à l'antenne, ce qui est prononcé en termes de paroles. Et donc, on va se retrouver non plus avec des flux audio, mais avec des flux de texte. Des flux de texte, ça reste quelque chose de difficilement manipulable, et donc il y a forcément une première étape qui va être d'isoler dans ces flux de texte, en gros, des documents. Donc par rapport à de l'analyse de corpus classique, il faut qu'on isole qu'est-ce que va être mon document de base. Je vais avoir un corpus de documents, que sont ces documents, j'ai appelé ça des segments de texte. Il y a différentes manières de segmenter un flux. La première et la plus simple, et qui est souvent utilisée, c'est d'utiliser les métadonnées, donc typiquement les métadonnées qu'on a à l'INA. Si j'ai 24 heures de France Télévisions, eh bien j'ai dans les notices documentaires le fait que j'ai le JT, et puis même, alors en plus pour les JT, c'est encore segmenté un cran en dessous, on va avoir les sujets de JT. Pour d'autres chaînes, pour certaines radios, la granularité de description va dépendre du canal. On n'a pas forcément toujours la même granularité. Une fois qu'on a du texte, il y a toutes les approches de traitement automatique des langues qui peuvent s'appliquer sur des corpus de texte. Donc là, je vais principalement parler des 2 premières, enfin entité nommée textométrie, qui sont des approches relativement classiques de l'analyse de corpus. Je suis loin d'être un expert de ce domaine-là, mais il y a une forte littérature sur l'analyse de corpus, mais au sens de l'analyse de documents écrits. En littérature, dans la presse écrite, etc. Au niveau méthodologique, ça a été poussé très loin. Vous avez des revues de littérature qui existent, des outils, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. La détection d'événements qui est mentionnée là, c'est typiquement ce dont Sylvain a parlé, c'est typiquement ce type d'algorithme, être capable de regrouper des documents entre eux qui parlent de la même chose au sens événement médiatique, donc avec la contrainte temporelle qui est ajoutée. Je me suis demandé si je le mettais, mais je vais quand même vous montrer à quoi ressemble une transcription. À la base, vous vous dites, ouais, c'est du texte. Dans les faits, la seule chose réellement importante, c'est que oui, c'est du texte, mais pour chaque mot qui va être prononcé, on va avoir son timecode précis de à quel moment ça a été prononcé et un degré de confiance de l'algorithme quant au fait qu'il avait reconnu correctement ou pas trop correctement le mot. Et en plus, les algorithmes de transcription, la plupart du temps, essayent de segmenter en locuteurs. C'est-à-dire qu'ils se plantent des fois, c'est pas leur cœur de cible, enfin, c'est pas exactement ce sur quoi ils doivent travailler, mais ils peuvent repérer les alternances de locuteurs. Donc ça peut être quelque chose qui peut éventuellement aider à de l'analyse de corpus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les transcriptions ? Isée Souris, l'interface qu'elle a utilisée, qui est en bêta, qui n'est pas quelque chose mais qui préfigure ce qui sera un jour disponible au lab à l'Inatech pour travailler sur des corpus. Ça permet en gros d'aller chercher dans les transcriptions. Donc là j'ai tapé le mot retraite, c'est un corpus de 2019 et il y avait déjà, alors là c'est une émission de France Culture et puis il y a une émission de France 5 où on parle de la retraite et de la réforme des retraites de Macron déjà à l'époque. Voilà. Tout de suite on voit à quel moment on parle du mot retraite et ça permet, c'est synchronisé, de tout de suite aller ne visionner que ce qui m'intéresse. Je ne vais pas me taper 1 heure de visionnage si j'ai que 2 minutes qui parlent des retraites.
Donc c'est typiquement là-dessus qu'Isée a passé un certain temps à l'Inatech pour travailler son codage manuel des corpus. Là maintenant on va parler non pas de codage manuel de corpus, mais d'analyse automatique, d'analyse plus statistique. Plutôt que de vous faire un grand cours qui déjà m'aurait pris plus de temps à écrire, je vais recycler des travaux que j'ai faits et pour aborder les quelques questions qui me tiennent à cœur sur l'analyse de corpus de transcription. Alors le premier sur l'analyse de la présidentielle 2022. D'un point de vue méthodologique, c'est extrêmement basique. C'est de la textométrie de bas étage. Je me suis contenté de regarder les moments où on prononçait le nom des candidats. Et c'est tout. Et en partant du principe que cet espace-là, le nombre de fois qu'on parle des candidats, ça donne une ampleur du traitement de la campagne présidentielle par les différents médias. L'idée étant de voir, par rapport aux chiffres qu'on connaît tous, qui sont les chiffres que les chaînes remontent à l'Arcom, par rapport à la régulation de l'audiovisuel sur les temps de parole. Les temps de parole, c'est quel est l'homme ou la femme politique qui est en train de parler, et ça c'est décompté, c'est réglementé, il y a différentes périodes, je ne vais pas vous le expliquer, mais plus on s'approche de l'élection, plus les médias sont contraints. Moi je me suis intéressé à non pas qui parle, mais de qui on parle. Et donc, la façon la plus bête et méchante, c'est juste de savoir quand est-ce qu'on les cite. Donc, pour ça, par rapport à un logiciel de transcription, la première question qui se pose, c'est que par rapport à un texte écrit, un article de presse, des textes littéraires, etc., il y a un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est ce fameux logiciel de transcription ici. Dans quelle mesure il est vraiment capable de prendre ce qu'il y a dans l'audio pour le sortir dans du texte. Et ça, typiquement, la question c'est, il y a à l'intérieur de la logiciel de transcription des modèles de langue et des vocabulaires qu'ils sont en capacité de restituer ou qu'ils ne sont pas en capacité de restituer. Et donc ça, typiquement, pour les questions d'actualité, un modèle de langue qui commence à être un peu ancien, il y a des nouveaux mots qu'il ne connaît pas. Là, en l'occurrence, Anas Kazib et Jean Lassalle n'étaient pas dans les patronymes que le logiciel était capable de ressortir. La salle, parce que de par son nom, on confond souvent la salle de classe, la salle de cours, la salle de etc. Et que d'un point de vue, voilà. Et Anas Kazib, parce que ce patronyme-là, Kazib, n'est pas connu. Donc, et Anas, le prénom, pareil, est quand même assez particulier. Donc je les ai exclus. Vous allez me dire, c'est des petits candidats, ça ne biaise pas complètement l'étude, mais voilà, c'est typiquement un des premiers biais quand on utilise des logiciels de transcription, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Et donc, ces biais-là, il faut en avoir conscience et il faut bien en tenir compte. La définition du corpus, donc là en l'occurrence j'ai pris des créneaux de news et des créneaux, les matinales radio, les JT du soir et 3 émissions d'infotainment. Voilà, pour la présidentielle, on est à 26 000 heures. Donc on est tout de suite facilement sur des très gros corpus. Par rapport à l'analyse de corpus linguistique standard, où on va avoir un corpus, le corpus des discours politiques des présidents de la République, le corpus de tel écrivain, où on va avoir quelques centaines de textes. Là, tout de suite, on peut, alors on n'est pas obligé, mais là, en l'occurrence, c'est tellement facile qu'on aurait tort de se priver, on est tout de suite sur des corpus beaucoup plus gros. On verra que ça a un impact par rapport à des approches qui sont classiques en analyse de corpus, qui sont implémentées dans Iramutech, TXM, etc. Ça pose des questions sur les outils mathématiques qui sont derrière. Je vous disais que le logiciel de transcription jouait. On a 2 systèmes de transcription disponibles actuellement à l'INA. Un qui est fourni par l'Université du Mans, gracieusement, et que donc pour des usages de recherche, il est relativement facile de faire de la transcription. Un deuxième, Vocapia, qui est un logiciel commercial payant, pour lequel on paye à l'heure de transcription. Donc autant vous dire que c'est tout de suite beaucoup plus parcimonieux. Sur le corpus, j'ai regardé quelle était la différence si on utilise ces 2 logiciels-là sur les patronymes des candidats à l'élection présidentielle. Et donc on voit qu'il y a quand même quelques petits écarts sur les détections. Et donc rien que selon le logiciel qu'on va utiliser, la performance de ce logiciel-là, il peut y avoir des écarts sur les analyses quantitatives qu'on va faire derrière. Et on a vite tendance à pas trop regarder ça, à se dire youpi, j'ai du texte, j'ai de la transcription, j'y vais, je commence à bosser. Mais savoir d'où ce texte provient, c'est aussi une question qu'il faut pas laisser de côté, parce que derrière, dans les phénomènes qui peuvent être observés, il ne faudrait pas qu'on s'amuse juste à
à commenter des phénomènes qui sont juste des erreurs dans le logiciel de transcription et qu'on prend pour être des vérités sur le corpus qu'on est en train d'analyser. Donc, je vous passe tous les types d'analyses qu'on peut faire là-dessus. Analyse diachronique, comparaison d'une élection par rapport à la précédente. Donc là, on voit qu'on a globalement moins parlé dans les médias audiovisuels de la présidentielle 2022 par rapport à celle de 2017. Alors, il y avait le Covid, il y avait la guerre en Ukraine, il y avait plein de raisons, mais on en a globalement moins parlé. Comparaison par rapport aux chiffres de l'Arcom. Bien sûr, il y a des écarts, mais globalement, on voit que plus on parle d'un candidat, plus il y a de chances que ce soit des gens de son camp qui aient été comptabilisés par l'Arcom en temps de parole. Ça, c'est vrai. Donc ça, je vais passer. On parlait tout à l'heure de Claire Secaille et du gros boulot qu'elle a fait manuellement à décompter le temps de parole sur TPMP des différents candidats. Donc là, on voit que, en tout cas pour la première période, j'ai pas les chiffres ensuite, mais non, si, maintenant c'est avec tous les... globalement, il y a une très forte corrélation entre le temps des partis politiques, des familles politiques qu'elle identifie en temps de parole et le simple fait de compter le nombre de fois que le nom de chaque candidat est prononcé. Donc, c'est bien parce que quand on a parlé de ces choses-là, quand on a tout mis ensemble, ça nous a rassurés tous les deux. Dans un sens comme dans l'autre, de se dire que ouf, ça va, ce que je fais n'est pas complètement déconnant, parce que on trouve ces fortes corrélations et que ça légitime le travail de l'un et de l'autre, dans le sens de oui, on va dans le bon sens, enfin ce qu'on mesure n'est pas complètement hors sol. Derrière, ça c'est la modélisation statistique, donc là on s'éloigne de la textométrie, mais c'est vraiment modélisation statistique. Je ne vais pas m'étendre sur les résultats, mais qu'en gros, on voit que les chaînes vont biaiser et que du TPMP va complètement exploser sur Zemmour. C'est su, c'est documenté en long, en large, en travers. On le montre avec un modèle statistique. Je ne reviens pas là-dessus, mais ça, c'est le type d'étude qu'on peut faire après derrière. Autre cas, plus simple, qui d'ailleurs avait été fait initialement, c'est les premières études qu'on avait faites. Même chose que Sylvain, tout à l'heure. On a, non pas un événement, mais là on en a deux. Décès de Jacques Chirac, incendie de l'usine Lubrizol. Ça se passe en même temps. Et là, c'est pas une publication scientifique, ça a été fait pour la revue des médias, une étude juste rapide, se dire, bah tiens, comment est-ce qu'un événement va remplacer l'autre dans l'actualité? Et juste regarder ça de manière quantitative. Là, l'approche, elle est de dire on veut regarder le temps d'antenne. Pour regarder le temps d'antenne, il faut être capable de définir ce qu'est un événement. Une approche qui est relativement simple et relativement facile à mettre en œuvre, c'est de définir l'événement par un ensemble de mots de vocabulaire. Donc là, vous avez les deux vocabulaires de Chirac et de l'incendie de Lubrizol. Donc vous allez retrouver globalement des choses qui sont, si vous vous rappelez un peu cette époque et la manière dont on en a parlé, il y a bien sûr tout ce qui est décès, ancien président, etc., puis la carrière politique de Chirac, ancien maire, etc. J'attire votre attention ici, sur ce qui se passe ici. On se retrouve de la même manière que Jean Lassalle et Anas Kazib. Lubrizol, le nom de l'usine, n'est pas dans le dictionnaire de transcription de l'IUM. Donc, à chaque fois que Lubrizol va être prononcé à l'antenne, le logiciel va sortir Lubristol, Lu espace Brisol, Lubrison, Lubris, Lubrique, etc. Comment est-ce qu'on fait ça? Bêtement, hein, c'est qu'à un moment donné, on retourne dans le corpus et on commence de manière exploratoire, avec des approches statistiques pour regrouper tout ça, mais à reconstituer le vocabulaire de la manière dont ce logiciel qui se plante sur, là, un terme qui est vraiment important, parce qu'on voulait faire une étude sur le Brisol, il fallait quand même qu'on soit capable de repérer chaque fois que c'est prononcé. Il y a cette étape-là de corriger un peu manuellement tous les biais de transcription pour les inclure dans le corpus. À partir de ces corpus-là, à partir de ces deux vocabulaires, on est capable de quantifier du temps d'antenne d'un événement, et donc ici de voir bleu foncé, on parle d'autre chose, c'est ni Lubrizol ni Chirac. Là, on a le jeudi matin en violet clair, où c'est l'incendie. Et puis à midi, globalement, on nous annonce la mort de Chirac, et c'est terminé, il n'y a plus de Lubrizol. Ils disparaissent complètement de l'actualité sur le jeudi. Et vous vous rappelez les gens qui criaient au secours, qu'est-ce qui se passe, on n'a plus d'infos, est-ce qu'on peut sortir de chez nous, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, etc. Donc voilà, typiquement, l'important, c'est pas les résultats, c'est la méthode. On définit un événement à partir d'un ensemble de mots-clés, et à partir de là, on va être potentiellement capable de cerner globalement l'événement. Le décès de Chirac, là, on a fait l'étude sur quelques jours. On a tout de suite, je ne sais pas comment on appelle ça, un drift, un décalage dans l'événement. Le jour J, le jeudi, c'est la mort de Chirac.
décès, Chirac, ancien président, juste avec ces 3 mots-là, on couvre tout. Le lendemain, les proches, etc. Et puis, l'enterrement, les obsèques, c'est, je sais plus, le mardi, je crois, qui suivent, un truc comme ça. Le week-end, on commence à se taper toutes les bios. Lina a pu ressortir toutes ces images d'archives, et on en a mangé pendant tout le week-end de sa vie, son œuvre, etc. Ça veut dire que, ça on comprend tout à fait la logique, mais ça veut dire que d'un point de vue méthodologique, au niveau du vocabulaire, il faut élargir le vocabulaire, parce qu'on n'est plus juste sur du Chirac, mais on va avoir des digressions pendant une demi-heure sans citer une seule fois le mot Chirac. Parce que maintenant, c'est classique, tout le monde sait qu'on parle de la mort de Chirac, et on est en train de parler de la mairie de Paris, de les motocrottes, le je sais pas quoi, etc. Tous ces trucs-là, sans prononcer une seule fois le mot Chirac. Et pourtant, voilà. Donc ça veut dire que plus on étudie des événements complexes, avec des ramifications, plus il y a un travail préparatoire. La même chose, Gilets jaunes, marche climat, la plus grosse marche climat en France, le jour où le Fouquet s'est incendié, le samedi, un des samedis Gilets jaunes. Exactement le même phénomène, on ne parle pas de la marche climat, toute chaîne confondue, c'est complètement écrabouillé par le vocabulaire Gilets jaunes. Pareil, même principe, 2 événements, 2 corpus de vocabulaire, et on quantifie le temps d'antenne. Dernier point, traitement médiatique du Covid. Là, alors c'était pendant le confinement, c'était pendant le Covid, et donc on me suis amusé à le faire en plus en temps réel, c'était plus rigolo. Et donc, pareil, alors là le vocabulaire est un peu plus conséquent, essayer de distinguer les sous-événements, peu importe comment on appelle ça, là c'est plutôt des angles, de savoir, donc c'est sur vraiment le début. Donc il y avait la Chine, l'Italie, les questions de fermeture d'école, d'éducation, etc. Et puis tout ce qui tourne bien sûr autour des questions de santé, de médecine, de mesures. Ça nous permet de comparer les médias entre eux. Là on a un événement, et ce qui va nous intéresser, là encore, c'est les médias entre eux. Donc les médias entre eux, et puisqu'on quantifie du temps d'antenne, par rapport à un corpus où, au début, on se dit on va cerner notre corpus. Typiquement ce qu'on fait, on va prendre des mots-clés, on va isoler pour réduire le nombre de documents sur lesquels on va travailler, puis après on va quantifier. Là c'est l'inverse, on prend tout ce qui est prononcé à l'antenne. Donc on prend l'intégralité, donc là c'est les chaînes d'infos en continu, on prend minuit, 6 heures tous les jours. Et on va pouvoir du coup quantifier la proportion de la production qui est consacrée ici au Covid. Donc bien sûr, pendant le confinement, on atteint des 80% de temps d'antenne qui sont sur les questions Covid, avec des petites différences typiquement sur France 24 qui est un peu en deçà. L'avantage, une fois qu'on a fait ça, c'est que avec la même méthodologie, on peut comparer avec d'autres corpus de texte. On est sur de la transcription, donc on peut faire la même chose sur l'AFP, la presse, on peut faire la même chose sur Twitter, pareil, toujours en raisonnement en proportion, et du coup à la fin, c'est un peu fouillis, mais on est capable de les mettre les unes par rapport aux autres et de regarder est-ce qu'il y a des temporalités un peu différentes ou des réactions un peu différentes selon les médias par rapport à un même événement. Pour dire que, du coup, il y a pas mal de possibilités. Là, c'est un tout petit échantillon de travaux qui peuvent être faits avec des transcriptions. Donc, ce que je disais, principalement de l'approche textométrique, lexicométrique, enfin, entité nommée, ce qu'a vaguement évoqué Sylvain tout à l'heure, les nouvelles approches à base de deep learning. Vous voyez tout ce qu'est ChatGPT, j'ai plus besoin d'expliquer maintenant que la presse fait le travail, mais les modèles qui sont derrière sont autrement plus puissants que les approches textométriques, notamment par rapport justement au sens, à la signification, à une meilleure compréhension et une meilleure modélisation mathématique de ce qui est en train d'être prononcé. J'en parle pas là, mais il y a des travaux, justement, la question c'est que tous ces modèles-là sont appris sur du texte écrit, il y a quand même des spécificités à la langue orale, et ce que je vous ai dit, c'est que les textes qu'on a des transcriptions, alors c'était vrai il y a quelques mois, ce que je vous dis, n'était pas forcément parfait, on commence maintenant à avoir des systèmes de transcription type Whisper, qui nous fournissent des transcriptions d'une sacrément bonne qualité. On a d'autres problèmes, c'est que ça coûte cher en termes de temps de calcul, parce que c'est des modèles qui sont beaucoup plus gros, ça nécessite beaucoup plus de machines, enfin en termes de temps de calcul c'est autrement plus gourmand, mais la qualité derrière est là. Et donc ça veut dire que de plus en plus, il y a des chances pour que il soit plus simple de traiter de la transcription quand on aura de la transcription vraiment de bonne qualité, avec des approches relativement récentes en termes de machine learning. On retrouve les mêmes questions que celles qu'on a eues tout à l'heure, le quanti, typiquement la première étude sur la présidentielle.
À la fin, c'est mis dans un modèle statistique, c'est des régressions, c'est des choses comme ça. On est vraiment typiquement sur une approche quanti économétrique. Mais le text as data, comme les économistes, je ne sais pas si les sociologues ont aussi cette expression-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment le vent en poupe et qui permet des approches relativement carrées, modulo le fait que, là encore, on se questionne bien sur quelles données on met en entrée. Parce que c'est bien beau d'avoir des données, on a vite fait d'oublier d'où elles viennent, comment elles sont produites, quels sont les biais qu'il peut y avoir dans les algorithmes qu'ils ont produites, et se contenter d'interpréter. Il faut quand même avoir ça en tête. Le mixte, pour moi, reste l'approche privilégiée, c'est-à-dire que faire du quanti sans jamais se poser la question de qu'est-ce que les chercheurs qui connaissent le domaine, donc les politologues, les économistes, les sociologues, ont déjà dit sur le sujet avant, c'est se tirer une balle dans le pied. J'ai encore jamais vu de méthode quanti qui découvre des phénomènes qui n'étaient pas connus au préalable et déjà documentés. Mais c'est toujours bon de le redire, parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier quand on est face à la montagne de données, qu'on s'attaque au truc, et puis qu'on commence à sortir des choses qui, waouh, c'est sympathique et c'est chouette et tout. Mais dans les faits, généralement, on trouve rien de nouveau. La seule différence, c'est qu'on est potentiellement capable de quantifier l'ampleur d'un phénomène. De le positionner temporellement, etc. Mais globalement, en tout cas de l'expérience sur les transcriptions ou d'autres approches, on n'est jamais sur des nouveautés qui émergent comme ça grâce magiquement aux méthodes quantitatives. Je le disais, alors les outils textométriques, je les ai assez peu utilisés. J'ai pas une grande pratique de la linguistique de corpus, qui est typiquement en France, qui est fortement installée, parce que l'école française est assez forte là-dessus. Se pose la question vraiment de qu'est-ce que c'est qu'un document et de la granularité, parce que tout l'enjeu de ces méthodes-là, c'est vraiment le document. Le document, si vous prenez 1 heure de télé, c'est pas la même chose que le document si vous prenez un tour de parole d'un invité, c'est pas la même chose que le document, vous faites une fenêtre glissante, vous prenez 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. La nature même du document et donc ce que vous allez pouvoir en faire en termes d'interprétation dans ces outils est fondamentalement différente. J'ai pas de pointeur d'un point de vue méthodologique sur des gens qui se seraient déjà penchés sur la bonne manière de découper des flux télé-radio par rapport aux analyses qui peuvent en être faites selon les approches de linguistique de corpus. Il y a par contre une question, là c'est pareil, qui va mériter d'être creusée, la notion de spécificité. Alors, pareil, Sylvain l'a évoqué, dans ces outils-là, vous avez vite des analyses qui vont vous faire du clustering pour vous retrouver des classes de mots qui sont souvent ensemble, des co-occurrences de mots, et ensuite l'interprétation de telle classe correspond à un discours d'extrême droite, telle classe correspond à un discours d'extrême gauche, etc. Ça, c'est l'interprétation par rapport à des clusters que ces outils vous trouvent, c'est le travail du chercheur. Par contre, c'est souvent basé sur une notion mathématique qui est la spécificité, et qui est connue pour vite dériver dès qu'on est sur des gros corpus. Moi, j'ai essayé de l'utiliser, c'est inexploitable. Quand je vous parle de 20 000 heures de transcription, la quantité de texte est telle que ces métriques-là ne sont pas utilisables. Donc ça pose des questions par rapport aux outils qui sont disponibles. Et là, encore une fois, d'adaptation de ces outils à ces corpus. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de travaux sur des volumes de texte aussi énormes. Et donc là, je pense qu'il y a des choses à faire, et que se rapprocher des linguistes et de ceux qui font de l'analyse de corpus mériterait... voilà. Les références sur les publis. Merci à vous. Quelques questions rapidement. Bonjour, Paulier de l'Université de Pau. Par rapport aux événements, tu représentes avec quelques mots, c'est ça? Mais pour le Covid, ça peut arriver que tu as des mots communs ou tu as ils sont toujours bien discriminants, les mots d'un angle à l'autre. Des fois, comme les mots qui sont utilisés peuvent évoluer, tu peux avoir des recouvrements. Donc, je me demande si vous avez dû gérer ça quelque part. Alors, c'est géré dans la méthode qui quantifie le temps d'antenne. Un mot ne suffit pas à dire qu'on est dans l'événement. Donc c'est dans le réglage des paramètres. Ça, je ne l'explique pas, mais on l'a fait manuellement. On a vérifié par rapport à une vérité terrain du codage manuel d'événements pour essayer de régler les seuils qui font qu'en gros, un mot tout seul isolé ne va pas permettre de dire qu'on est dans l'événement. Il faut qu'il y ait une relative proximité
d'un certain nombre de mots qui apparaissent dans une fenêtre temporelle assez proche pour dire qu'on commence à être dans l'événement. Ça n'empêche qu'il y a des biais. Typiquement, alors, dans la publication sur le... Enfin, surtout, dans tous les cas, je suis capable de gérer ce qui est dans aucun événement que j'ai défini. C'est la catégorie autre. On avait Lubrizol, Chirac. Ben avant, on voit qu'on ne parle pas de ni Lubrizol ni Chirac, on parle d'autre chose. Covid, c'est pareil. Tout ce qui n'est pas dans l'événement, c'est le reste de l'actualité. Il y a une petite part d'erreur, appelons ça comme on veut, mais typiquement, le vocabulaire sur le Covid, je l'ai fait avant le Covid. J'ai démarré ça en décembre. Pour dire, en décembre, si je prends mon vocabulaire de l'événement Covid, je suis censé trouver 0, puisqu'on ne parle pas du Covid en décembre. Et c'est pas vrai. On trouve des événements, typiquement, tout le vocabulaire hospitalier. Il y a les questions de moyens des hôpitaux, avec des grèves au mois de décembre. Il y a des questions de santé publique, je crois, à Hong Kong. Il y a des choses là-dessus. Enfin bref, il y a quelques événements médiatiques qui recouvrent effectivement le périmètre du vocabulaire lié à ça. Donc, il y a une petite marge d'erreur sur des événements qui seraient très proches et qui seraient traités en même temps. Dans le cas Lubrizol, Chirac ou Gilets jaunes Mars Climat, typiquement, le mot-clé manifestation, je l'ai dégagé. C'est 2 manifestations qui ont lieu en même temps à Paris. Donc voilà, donc j'ai pris que ce qui était spécifique à chacune d'entre elles. Donc, encore une fois, il n'y a rien de magique. Et, alors, ce n'est pas du tâtonnement, mais il faut avoir conscience de comment marche l'algorithme pour créer ce vocabulaire. Ingénieur d'études de qualité de la science humaine. Du coup, justement, j'ai une question par rapport à cet vocabulaire que vous donnez à manger à l'algorithme pour définir l'événement. C'est sur quels critères vous choisissez ces mots? Alors, ils sont choisis sur, alors justement pas la spécificité, mais avec des tests Ki2, ce genre de choses, sur les co-occurrences, la spécificité de ce mot-clé, mais à un moment donné par rapport à une étude exploratoire. C'est-à-dire que je vais regarder les moments où ces mots apparaissent, je dis oui, vraiment, alors le vocabulaire, enfin, les premiers mots, on les trouve tout seuls. Parce que généralement, ces études sont faites à un moment donné où c'est proche de l'actualité, donc on a bien en tête la manière dont on en parle dans les médias. Donc les premiers mots-clés, ils viennent tout seuls. Après, il y a regarder la manière dont les médias parlent d'un fait, et on va vite, justement, avec des tests statistiques, retrouver un certain nombre de mots-clés. Et puis après, le gros du travail, il est sur les mots-clés qui sont pas trouvés automatiquement, enfin qui sont mal transcrits. Et là, par contre, il y a du travail. Il y a du travail d'aller petit à petit retrouver, et ça, on les retrouve au fur et à mesure. Si on fait une première passe, Lubrizol, typiquement, j'ai regardé tout ce qui est co-occurrent avec Rouen sur 2-3 jours au moment de l'incendie, et des choses qui sont spécifiques, dont on ne parle qu'avec Rouen et dont on ne parle pas dans le reste de l'actualité sur 1 an, et très vite, j'ai retrouvé les X manières que le logiciel a eu. Donc, il n'y a pas une méthode... c'est pas une méthodologie qu'on pourrait, avec un algorithme, on pourrait appuyer sur le bouton et trouver tout le vocabulaire. C'est vraiment un travail qui est manuel, aidé par quelques mesures statistiques pour accélérer le travail. Mais ce travail-là, enfin cette approche-là, c'est la plus simple, qui permet de... L'étape suivante, mais ça c'est du travail qui est en cours, c'est de se rapprocher des algorithmes de détection d'événements, et c'est d'être capable de découper ça automatiquement. Et donc, c'est des travaux qui sont menés en cours à la recherche, de dire, j'ai 24 heures, trouver automatiquement tous les événements dont il est question et me les segmenter. Et après, on aura la même chose que ce que Sylvain présentait, des événements, et donc là, on aura automatiquement le Lubrizol qui aurait émergé, on aurait automatiquement le décès de Chirac qui aurait émergé, etc. Mais ça, c'est autrement plus complexe à faire sur un flux continu que sur des documents type des tweets ou des articles de presse. Et donc, c'est en cours. Merci à tous, c'était vraiment une très belle séance qui a posé plein de questions, qui a mis en lumière que le quantitatif, ça s'articule forcément avec du qualitatif et de l'interprétation. La prochaine séance se déroulera le 21 avril autour de travaux de chercheuses qui sont centrés sur les représentations et les discours dans les médias, des genres, normes sociales et violences sexuelles et sexistes. Voilà.
Merci.